Madame Laurence Leduc, qui est chef de mission au GAL, groupement d'action locale de l'Entre-Sambre-et-Meuse, et fondatrice du collectif Cantine Durable. Elle est également ingénieure agronome diplômée de Jean Blou. Catherine Tellier, voilà, fondatrice de la botte paysanne et mandataire du MAP, Mouvement Action Paysanne. Christine Mailly, qui j'espère va nous rejoindre, secrétaire générale et politique du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, j'espère qu'elle va arriver. Et Catherine Rousseau, chargée de projet à la Fédération des services sociaux, également productrice éleveur à la botte paysanne. On va commencer par Laurence Leduc, qui va nous parler un peu des cantines durables et nous expliquer comment ça se passe, comment est-ce qu'on met en place une cantine durable et quel est l'accueil réservé à celle-ci. Waouh wow. Vaste sujet, bonjour à tous. Donc effectivement, moi ça fait 4 ans maintenant que je travaille au GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse sur un projet qui concerne l'introduction des produits locaux dans les cantines scolaires. Et Ça va ? Ça va prendre un petit peu plus fort parce qu'on fait signe qu'on ne t'entend pas. Ok. Et donc je suis aussi cofondatrice d'un collectif qui s'appelle le Collectif Développement Cantine Durable et qui regroupe actuellement 7 associations sur toute la Wallonie. Donc avec ce collectif, on a développé une méthode d'accompagnement des cantines pour la mise en place de cantines durables. Donc c'est un programme qui se base sur 2 années scolaires. Donc on est actif dans les écoles concernées pendant 2 années scolaires complètes. Et nous, ce qu'on vise, c'est vraiment le changement concret. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on fait ce métier-là. Ça paraît un peu, ça tombe sur le sens, mais quand même, c'est important de le dire. C'est qu'il y a un changement réel dans l'assiette des enfants. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Et donc pour ça, on essaie de mettre en tout cas tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc on travaille évidemment avec des écoles qui sont en capacité de maîtriser leurs repas, donc qui ont soit des cuisines sur place, ou en tout cas, même si elles n'ont pas de cuisine, une maîtrise. Elles ont le choix de décider quel type de repas elles vont mettre en place. Et alors, on travaille avec des écoles qui sont évidemment volontaires aussi, où ça fait sens pour toutes les parties prenantes de ces écoles-là. Donc, on démarre un projet, un accompagnement comme ça, que quand on a ce qu'on appelle la motivation partagée, donc que toutes les parties prenantes de l'école soient partantes dans un projet comme celui-là. Et puis, on va beaucoup travailler sur la sensibilisation. Ça, c'est une grosse partie de notre travail parce qu'on est conscient qu'on pourra mettre tous les changements en place qu'on veut. Ça ne fonctionnera que si ça fait sens. Donc, on sensibilise principalement les enfants, les jeunes, parce qu'on travaille aussi à l'échelle du fondamental, mais à l'échelle du secondaire et du supérieur. Et la sensibilisation de toutes les autres parties prenantes de l'école, que ce soit les enseignants, les directions bien évidemment, les économes, enfin voilà, on fait en sorte de mettre tout le monde dans le bateau et que tout le monde soit conscient de tout ce que ça implique et que ça fasse sens pour tout le monde. Ça, c'est une grosse partie du travail. Et puis, il y a toute la coordination du projet et nous, on va explorer tout le parcours, quoi. Donc on va aussi s'occuper de la comptabilité des écoles, on va aussi poser des questions qui dérangent, on va aussi exiger une transparence par rapport à l'aspect financier des choses, parce que nous, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est que ça tienne la route financièrement, que ce soit accessible pour tout le monde. Ça, c'est un point, je pense, va nous préoccuper aujourd'hui. Et alors, on a tout l'accompagnement des cuisiniers. Donc on travaille évidemment en cuisine avec eux sur c'est quoi une cantine durable, c'est quoi l'alimentation durable. Enfin voilà, on doit souvent aussi réexpliquer ce qu'on entend nous par l'alimentation durable aussi, parce que je pense qu'il y a des définitions qui peuvent être différentes. On a développé notre propre définition de l'alimentation durable. Et on va les former, on va les accompagner pas à pas dans ces changements. Donc c'est un processus qui prend du temps, qui nécessite pas mal d'heures de travail, mais après 2 ans, on estime que la cantine est autonome et peut continuer sur sa lancée. Et justement, après 2 ans, est-ce que ça perdure ou vous avez des échecs parfois qui font qu'on fait 2 ans, 3 ans et puis ça s'étiole et finalement on revient au produit classique parce que plus facile à avoir, moins cher? Donc des retours en arrière, non, parce que je pense que ça, les gens, à partir du moment où ils ont décidé de changer, ils vont logiquement mettre tout en place pour que ça se passe. Maintenant, ce qui s'est déjà produit, c'est que ça prenne plus de temps que ce qu'on avait prévu. Parce que parfois, il y a des changements de politique, il y a des changements de pouvoir organisateur, il y a des remises en question. Donc voilà, il y a eu des projets qui ont mis un peu plus de temps que prévu, mais des retours en arrière, pas. Et les parents reçoivent ça comment? Ils sont enthousiastes en général ou? Oui, en général, ils sont enthousiastes. Maintenant, ça suscite aussi forcément des questions, des interrogations, des peurs, beaucoup. Je crois qu'une grosse partie de notre travail, c'est aussi beaucoup rassurer.
sur le fait que c'est possible, que ça ne va pas forcément coûter plus cher. C'est ça souvent la grosse question qui est posée. Maintenant, on est conscient aussi que d'avoir 100% d'adhésion sur un projet, quel qu'il soit, c'est toujours évidemment compliqué, mais généralement, en tout cas, on s'assure que les parents sont demandeurs aussi avant de commencer. Merci. Je voulais poser la question à Christine Maillet, mais elle n'est pas là, mais je vais en profiter pour la poser à Catherine Rousseau. Quel est l'état de pauvreté à l'heure actuelle en Wallonie? Ce que vous gérez, expliquez-nous un peu votre mission au sein des services sociaux de la Fédération. Donc, je suis d'abord productrice et agricultrice dans la région, mais comme je vous l'expliquerai plus tard, je ne vis pas, ou en tout cas pas très confortablement de mon activité agricole, et donc j'ai gardé un mi-temps. Je travaille à la Fédération des services sociaux dans une unité de travail qui s'appelle la concertation aide alimentaire, qui est un organe qui vise à soutenir l'ensemble des organisations qui font de l'aide alimentaire sur le terrain en Wallonie. Il faut savoir qu'elles sont très nombreuses, il y a environ 460 organisations qui font de l'aide alimentaire et qui ont été mises à mal pendant la crise Covid. Donc d'une manière générale, on voit que le niveau de pauvreté a augmenté considérablement. Et dans le cadre de mon travail, ça s'est traduit par des demandes alimentaires beaucoup plus nombreuses. On se dit qu'en règle générale, on pense que l'augmentation des demandes alimentaires s'établit entre plus 25 et plus 50%, ce qui est énorme. Et il faut savoir que chez nous, les organisations qui font de l'aide alimentaire, elles ne sont pas soutenues par les pouvoirs publics. Ce sont des bénévoles qui collectent des invendus ou qui vont se fournir dans les banques alimentaires. Et ces bénévoles sont en très grande majorité des personnes âgées. Et donc c'était aussi des personnes à risque ou des personnes malades ou des personnes qui avaient peur. Et donc à la fois les demandes d'aide alimentaire ont vraiment augmenté, explosé, mais à la fois les organisations, elles, n'ont pas été toujours en mesure d'y répondre parce qu'elles étaient en manque de personnel, en manque d'approvisionnement. Et donc il a fallu que le pouvoir public, pour une fois, investisse des moyens et mette en place des dispositifs supplétifs capables de répondre à cette demande de crise. Alors pendant la crise, voilà, on a pu faire face à l'augmentation de ces demandes, mais aujourd'hui, les subsides publics ne sont plus là et les demandes continuent à augmenter. Donc aujourd'hui, on est dans un état, mais voilà, Christine, elle va pouvoir Bienvenue. prendre la parole. Désolée. Mais donc du point de vue de l'aide alimentaire, on est dans une situation assez catastrophique. Et on va accueillir Christine Maillet, on va la laisser s'installer. Merci d'être venue. Et bonsoir à vous. Il n'y a pas de quoi. Justement, je posais la question, quel est l'état de... Enfin, on peut attaquer tout de suite ou vous voulez souffler 2 petites secondes? Je bois un coup. On boit un coup, oui. Mais je vais continuer avec vous. Est-ce qu'il y a un profil type Ah non, voilà, c'est ce que j'ai oublié peut-être de dire et que Christine précisera. Mais c'est que, en tout cas, ce qui a été particulier avec la crise Covid, c'est que les gens qui sont arrivés dans les organisations d'aide alimentaire avaient un profil différent. Et donc, on a vu arriver aujourd'hui des nouveaux pauvres, je ne sais pas comment, mais des personnes en très grande difficulté qui avaient perdu leur revenu, leur emploi précaire, qui faisaient partie de catégories de personnes dont l'activité a été complètement stoppée pendant la crise et le confinement, les artistes, les travailleuses et travailleurs du sexe. Donc il y a beaucoup de catégories de personnes qui se sont retrouvées dans un état de grande pauvreté et qui sont venues demander une aide alimentaire. On va peut-être demander l'avis de Christine Maillet. Je posais la question, quel était l'état des lieux en ce moment, aujourd'hui, en Wallonie, de la pauvreté sur le territoire wallon? En général, oui. D'accord. On ne va pas rentrer trop précisément, sinon on va partir. Oui, d'accord. Bonjour, excusez-moi, il y a eu un pépin sur la route, je n'avais pas de numéro de téléphone pour prévenir, parce que je n'avais pas pris. Désolée. L'état de la pauvreté en Wallonie, alors on peut le prendre sous différents aspects. On regarde les chiffres, on regarde la réalité, on regarde comment les gens le vivent, et on regarde ce que les pouvoirs publics en disent aussi. Donc il y a toujours des portes d'entrée variables. Mais l'état de la pauvreté en Wallonie, il n'est pas très rassurant. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Très vite, si on le regarde par la porte d'entrée des chiffres, il y a aujourd'hui des points de repère, des calculs européens qui conduisent à évaluer la pauvreté
de trois types. La pauvreté monétaire, qu'est-ce que les gens ont dans leur portefeuille. Le deuxième type, c'est de quoi se privent les gens parce qu'ils n'ont pas assez d'argent chaque mois pour vivre. Et le troisième, qui est étudié aussi au plan européen, c'est ce qu'on appelle l'intensité de travail, c'est-à-dire quelle quantité de nombre de jours de travail sont travaillés dans une année dans un ménage. Alors, si on prend ces trois critères-là agglutinés, on arrive à une réalité de 25% de la population mondiale qui vit depuis de très grandes difficultés jusqu'à ce que moi j'appelle un flux tendu, c'est-à-dire qu'on va travailler, etc., mais il faut utiliser tout l'argent qui rentre tous les mois pour payer les factures en espérant ne pas devoir en reporter une. Et là, on est en totalité à 25%. Alors, on pourrait se dire que dans ces 25%, s'y trouve aussi la plus grande pauvreté, les gens à la rue, les personnes qui vivent par exemple dans la misère à travers la prostitution et tout ça, c'est même pas tout à fait vrai, parce que ceux-là échappent à la statistique parce qu'ils sont moins questionnés que les autres dans les échantillons. Donc on peut se dire qu'il y en a encore qui échappent à cette statistique, et par ailleurs on pourrait se dire aussi que par rapport aux chiffres de la pauvreté monétaire, à 5 € près, on n'est plus dans la statistique. C'est-à-dire que si le seuil de pauvreté qui est aujourd'hui autour de 1200 €, entre 2200 et 1300, je ne sais plus le chiffre exact, le seuil considéré de pauvreté pour une personne seule est à 1200, admettons aujourd'hui, celui qui a 1250, il n'est pas dans la statistique, mais il n'est pas sauvé pour la cause. Donc je pense quand même qu'on doit se dire qu'en Wallonie, il y a beaucoup de ménages qui tirent le diable par la queue, de façon importante. Ça, c'est au niveau des chiffres. Maintenant, si on regarde à l'intérieur de certains chiffres, c'est intéressant, il y a un indicateur questionnant, c'est qu'on sait qu'en Wallonie, près de 40% de la population n'a pas d'épargne. Alors, quand on dit pas d'épargne, ça veut dire n'a pas plus de 900 € stockés, mais pour beaucoup, c'est zéro. Alors, si on compare ça à ce que disent certains économistes, par exemple, l'économiste qui est souvent interviewé de la banque ING, je pense, à l'AFTB, lui, il dit que... Coleman. Hein? Laurent Coleman? Non, c'est celui d'ING, mais enfin, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais non. Lui, il dit on doit considérer qu'on a de l'épargne à partir du moment où on a su épargner 6 fois la valeur de son revenu. Donc, si on a 6 fois la valeur de son revenu stocké, on commence à avoir de l'épargne. Bon, évidemment, quelqu'un qui a 900 € de rentrée par mois, ou 1000 €, ou 1200, ou 1400, avant qu'il ne stocke 6 fois son salaire, il faut drôlement qu'il se sorte la ceinture, s'il veut arriver à stocker. Donc, en général, il ne sait pas stocker. Ou alors, il se laisse crever pendant 6 mois pour essayer d'agglutiner, enfin, pendant plus, pour essayer d'agglutiner. Mais c'est intéressant de le comparer parce que pendant la crise du Covid, on sait que l'épargne a beaucoup augmenté, l'épargne totale, la masse totale de l'épargne des ménages. Mais évidemment, qui a pu stocker? J'ai envie de dire, tant mieux, les travailleurs qui ont pu bénéficier, j'ai envie de dire, des conditions les plus privilégiées, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont pu être en télétravail complètement sans perdre 1 € sur leur revenu, eh bien eux, si du moins ils ont un salaire correct, ils ont épargné. Moi j'en fais partie. Le temps où on était confinés, le temps où on télétravaille, on a moins dépensé, on n'est pas allé acheter un bouquin, on n'a pas fait bouger la voiture, on n'a pas acheté une babiole, etc. Donc, en effet, moi je sais que je fais partie de ceux qui ont augmenté leur épargne pendant le temps du confinement parce que je n'ai pas dépensé. Mais c'est évidemment pas le cas pour les gens qui se sont retrouvés au chômage temporaire, c'est évidemment pas le cas pour une série d'indépendants, c'est évidemment pas le cas pour même des gens qui étaient au chômage par exemple et qui faisaient des heures à ailés où tout s'est arrêté du jour au lendemain, des flexi-jobs. C'est pas le cas pour certaines femmes qui gardent des enfants à domicile mais en n'étant pas sous contrat mais qui n'ont plus d'enfants du jour au lendemain. Ceux-là, ils n'ont même pas eu de chômage temporaire et de compensation. Il a fallu mener un combat pour essayer d'aller grappiller, etc. Donc la crise du Covid a augmenté la pauvreté, c'est une évidence. Alors, juste encore 1 ou 2 critères qui sont très importants pour évaluer la pauvreté. La difficulté chez nous, et ça fera lien aussi avec votre crescendo, tout l'enjeu que vous travaillez sur week-end-ci, vous et d'autres. Un critère de grande difficulté en Wallonie, c'est évidemment le logement. L'état du logement, la qualité du logement, le niveau des prix
des loyers, etc., quand on voit que c'est les plus faibles revenus qui en général sont les plus mal logés puisqu'ils doivent prendre ce qui est dans le moins bon état ou le moins bien localisé, hein, c'est clair que les loyers augmentent plus on arrive près des gares, plus on arrive près des équipements collectifs, etc. Et ils diminuent quand on va plus loin, mais plus loin ça veut dire ça coûte plus cher, le bâti est encore parfois plus vieux, etc. Donc, tout l'enjeu d'agir en faveur du climat en rénovant le logement, mais en commençant par le logement des petites gens, ça, c'est un enjeu majeur. Voilà un poids d'évaluation. Et quand on voit aussi qu'en Wallonie, et on l'a vu pendant la crise du Covid, dans un pays quand même où il y a beaucoup de richesses, on en arrive à limiter la capacité des gens d'utiliser de l'eau, par exemple, chez eux, soit parce qu'ils ne savent pas payer leur facture d'eau, soit en mettant un limiteur de débit d'eau, hein, donc une pastille qui fait que quand vous ouvrez le robinet, il n'y a qu'un petit filet qui coule. Donc c'est ça aussi la réalité de la pauvreté en Wallonie. Hein. Et que donc pendant le Covid, on s'est battu pour qu'on remette l'eau à tout le monde. Pendant le Covid, tout le monde a trouvé normal qu'on remette l'eau à tout le monde, d'évidence, pour des questions d'hygiène, sanitaire, sécurité, il fallait de l'eau. S'il en faut pendant le Covid, il en faut tout le temps de l'eau. Et alors, l'état de la pauvreté en Wallonie, c'est aussi briser les idées reçues qui seraient que pauvre veut dire idiot, imbécile et qui utilise mal tout. Donc autrement dit, si les gens ne savent pas payer leur facture d'eau, c'est nécessairement qu'ils comptent mal. Or, la majorité des gens dans la pauvreté comptent beaucoup mieux que les gens qui sont dans l'aisance, sinon ils crèvent, parce qu'ils doivent compter beaucoup plus. Aussi, on croit que si l'eau, qu'on laisse le robinet ouvert, c'est pour ça que la facture est élevée. Mais non, il faut savoir que statistiquement, il est démontré que vivre dans la pauvreté, c'est sous-consommer par rapport à ce que les autres consomment. Donc c'est consommer moins que ce qui est nécessaire pour vivre dans la dignité. Donc, quand on est pauvre, on sous-consomme de l'eau, on sous-consomme de l'énergie, on sous-consomme de l'alimentation, on sous-consomme du déplacement, parce que beaucoup de gens dans la pauvreté, soit ne vont pas se déplacer, donc ne vont plus aller vers quelque chose, etc. On sous-consomme de la voiture, par exemple. Hein, donc c'est l'idée, par exemple, de taxer les véhicules vieux, etc. Ce n'est pas une idée, de notre point de vue, très subtile, parce que ça atteint celui qui a absolument besoin d'une voiture, et ils sont extrêmement peu nombreux. Il y a beaucoup plus de gens dans la pauvreté qui n'ont pas de bagnole, alors qu'ils vivent dans un endroit où il leur en faudrait une, que de gens dans la pauvreté qui ont une bagnole. Donc, voilà, les critères, ils peuvent être, je m'arrête là, il y a les chiffres, il y a les critères objectifs, il y a ce qu'en disent les statistiques, il y a, je fais des liens avec votre festival, vous l'avez bien compris, hein, et au niveau de l'alimentation, idem évidemment, hein, c'est pas un choix de manger le pain tout plaquant en plastique de chez Aldi, etc., hein, c'est un choix de portefeuille. Alors justement, voilà. L'alimentation, avant votre arrivée, Laurence Leduc nous présentait les cantines durables dans les écoles. Est-ce que le repas à la cantine pour les gens pauvres ou précarisés, ce n'est pas, puisque vous le dites vous-même, on tourne dans les 25% de pauvreté, finalement le seul repas que les enfants prennent par jour, repas chaud, complet. Je sais que j'ai eu une conversation au téléphone tout à l'heure avec madame qui n'était pas tout à fait d'accord, mais peut-être votre avis à toutes les deux là-dessus? Alors, c'est un débat en soi, bon, notre position à nous au réseau, je commence par ça, c'est en tout cas de dire que nous, on est, de façon globale, mais ce n'est pas l'objet du débat, pour la gratuité scolaire totale. Donc tout ce qui se passe dès qu'on entre à l'école jusqu'à ce qu'on sorte de l'école devrait être totalement gratuit. Et donc repas compris. Alors nous, on est favorable au repas gratuit à midi à l'école, pour toutes sortes de raisons. Pas seulement pour le portefeuille des familles, bien sûr pour le portefeuille des familles. Si le repas était gratuit à la maison, c'est de la non-dépense pour le portefeuille familial. Mais si le repas est gratuit à midi pour tous les enfants, y compris pour les enfants de milieux favorisés, parce que c'est toujours ça la question, hein. C'est plus, mais est-ce qu'on va nourrir tout le monde, même quand les gens ont du fric, à midi gratuitement? Et sur ce plan-là, nous, au réseau, on n'est pas d'accord toujours là-dessus. Hein. Souvent, on dit qu'il faut qu'on fasse en fonction des revenus, mais pas dans ce cas-là, pas dans le cas de l'école et pas dans le cas des repas. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est tout boni pour la famille. Si les enfants mangent ensemble à midi le repas chaud, c'est à espérer aussi que fin de journée, les parents aient du temps à consacrer à faire quelque chose d'autre que de courir pour le repas, à faire avec ses enfants, etc., quel que soit le niveau de revenu qu'on a.
Mais quand les enfants mangent aussi ensemble à l'école, c'est peut-être le moment où ils vont apprendre à manger diversifié, des légumes, etc., ou des chicons, alors qu'à la maison, ça gueule quand il faut apprendre à manger des chicons parce que c'est pas bon. Enfin, donc il y a des effets d'entraînement et tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été étudié, tout ça aussi. Mais si les enfants mangeaient dans les cantines à l'école aussi, ça aide le portefeuille de famille, ça fait ce qu'on dit, apprendre à manger ensemble, je vais vite là, mais ça ferait aussi qu'on pourrait développer tous des marchés de production locale, de producteurs locaux. Il y a toute une expérience en France, si je me souviens bien, c'est sur Marseille, mais aussi sur une très grande ville française où ils ont décidé, avec la municipalité, les écoles, tout ça, de faire un plan de développement sur 10 ans ou 15 ans, où en fait ils sont arrivés à soutenir l'ensemble de la production locale pour fournir l'ensemble des écoles, depuis le boulanger, boucher, les légumes, en fait tout le bazar, etc., pour arriver à faire du circuit court avec alimentation saine, etc. Donc nous, on y est favorable. Alors pour le moment, dans la réalité, oui, il y a des enfants dont les parents, que les parents mettent au repas de midi en se disant comme ça il a un repas. Il ne faut pas nier aussi qu'il y a des parents qui disent va au repas et qui savent très bien qu'ils ne seront pas payés la facture et qu'ils ne la payeront pas et puis on verra bien et puis voilà, quand on est dans la débrouille, on fait ce qu'on peut au jour le jour, hein, donc on préfère que les enfants en bouffent et on verra bien quand la facture arrivera comment on fera, comment on négociera, etc. Mais c'est d'autant plus important ce débat qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du débat ici, mais il faut quand même le savoir, il y a aussi des tas d'écoles qui, au contraire d'organiser des repas gratuits, il y en a qui le font, il y a un incitant de la région Wallonne pour le moment, pour les écoles à discrimination, etc., pour faire des repas gratuits. Mais aujourd'hui, à contrario, les écoles sont parfois aussi un frein, même à l'accueil tout simplement des enfants à la cantine, pas pour prendre leur repas chaud, mais même pour manger ses tartines, puisque de plus en plus d'écoles demandent ce qu'on appelle un droit de chaise ou un droit de table, c'est-à-dire souvent c'est 50 centimes, 50 cents à midi, pour aller se poser dans le réfectoire à midi. Donc vous voyez ce que ça fait x4 à retirer le mercredi, admettons, ça fait 2 € par semaine, x 4 semaines, ça fait 8 €. Si vous avez 2 enfants, ça fait 16 €, uniquement pour pouvoir aller se poser à l'endroit du repas. Et alors, l'argument des écoles qui pratiquent ça, c'est de dire, oui, mais il faut payer des surveillants, etc. Il n'y a pas de subvention pour ça, donc il faut bien le payer d'une façon ou d'une autre, il faut de la sécurité, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc on voit les confrontations aussi de réalité, et donc parfois de parents qui n'arrivent pas à rencontrer cette condition. Et justement, dans le même sens Didier, vous disiez tout à l'heure que le nombre d'accès aux cantines suite au Covid, etc., a diminué. Donc, et qu'il y avait même un rapport de la... pas quelque chose d'autre que Christine. En fait, chez nous aussi, on est pour des cantines scolaires de haute qualité, gratuites pour tous les enfants, d'où qu'ils viennent. Simplement parce que si on disait c'est réservé aux enfants des familles pauvres, il faudrait de nouveau demander à ces familles de prouver qu'elles sont pauvres, et de nouveau de se déshabiller, d'amener des papiers. Donc, on trouve que c'est un devoir de la société d'élever correctement et adéquatement tous les enfants. Donc, ça devrait être une priorité politique pour nos gouvernements. Ce que je disais, c'est qu'au niveau international, la FAO a alerté en disant la crise Covid, elle prive des millions d'enfants du seul repas qu'ils prennent. La FAO pour l'Organisation mondiale de l'agriculture. Merci. Et de l'alimentation. Et je ne connais pas les chiffres en région Wallonne, mais j'ai travaillé à un moment donné à Bruxelles. Et à Bruxelles, en fait, on voit que les écoles qui sont dans les quartiers défavorisés n'organisent plus de cantines. Et donc, c'est juste ça que je disais, que je ne suis pas sûre que la fermeture est privée, parce que parfois on prive déjà de facto ces enfants-là d'un repas chaud. Ouais. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que par contre, dans les écoles où il y avait un repas chaud gratuit, là la vie a coûté plus cher à la maison pendant le temps du Covid.
Donc on a vu des ménages dans le temps du Covid dont les dépenses de la vie quotidienne ont augmenté. Ça, c'en est un élément. Nous, ça, on a des familles qui nous le disent, parce que sinon, c'était l'école qui prenait. Et dans certaines écoles, mais tout ça, c'est où on organise non seulement le repas chaud à midi, mais parfois le petit déjeuner, les familles se sont trouvées confrontées à des petits déjeuners à la maison et des repas chauds à la maison. Mais exactement comme les familles se sont retrouvées confrontées à plus de consommation d'eau, comme nous le tous, pendant le confinement total. Parce que pourquoi, quand on va à l'école, on tire quand même une fois ou l'autre la chasse à l'école. Quand on va vers l'extérieur, même si on n'a pas de boulot, éventuellement on en profite. Et quand on est dans un milieu particulièrement défavorisé où tout compte, eh bien c'est des démarches qu'on a dans la tête. Ça veut dire quand je vais à l'extérieur, je profite de l'installation de l'extérieur. Je profite de... Là, donc les factures d'eau, enfin les consommations d'eau ont augmenté, consommation de chauffage, consommation d'électricité, etc. Et tout ça de nouveau dans le monde de la pauvreté de façon variable. Si on est pauvre et qu'on vit dans un appartement bien sec où il y a du chauffage qui est mis au-dessus, en dessous, à côté, à droite, à gauche, dans le confinement, on aura moins consommé, enfin on va avoir besoin de moins pousser les vannes. Mais si on est pauvre et qu'on vit dans un truc insalubre, très froid, glacial, qui n'est pas du tout au sud, etc., quand on vit confiné, il n'y a rien à faire, il n'y a pas photo. À un moment donné, il faut augmenter un peu les vannes. Donc, que ce soit l'alimentation ou d'autres choses, alors certains économistes, je dis juste ça, disent « oui, mais les gens, ils n'ont pas dépensé d'autres choses, et donc… » Oui, mais ça c'est vrai pour celui qui a un bon revenu. Mais celui qui avait déjà tout juste la moindre augmentation de dépenses sur ses moindres factures, c'est un dépassement, c'est un surplus. Donc tout dépend toujours du niveau de revenu. Moi aussi j'ai consommé plus de chauffage et plus d'eau, etc. Mais mon revenu fait qu'avec ce que j'ai économisé, j'ai épargné encore plus. Tandis qu'un autre, pas, lui, il a creusé. Parce que le débat ne tourne pas que sur la pauvreté, on va avancer un peu quand même. Donc je voulais juste faire la comparaison avec les cantines scolaires pour montrer que la qualité des repas dans les cantines scolaires est importante pour les enfants, etc. Et je voudrais que Mme Tellier nous fasse un état des lieux de la production bio en Wallonie à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est capable de... Est-ce qu'on est capable de nourrir ? De nourrir, de fournir. Dites-moi. Non, clairement non. La production bio est en train d'augmenter très vite depuis quelques années, oui, effectivement, mais je crois qu'on n'est pas encore en capacité de nourrir nos concitoyens. Donc on n'est pas capable de fournir pour arriver à répondre à la demande. Non, on parle de nourriture bio. Oui, bien sûr. Et donc pas de nourriture industrielle. Non, certainement pas. De toute façon, part beaucoup à l'extérieur aussi. Et pour ce qui est justement de la production, on est un peu court, mais la diversification des produits, je trouve parfois, parce que je vais aussi chez paysans, artisans, etc., je trouve que parfois, une fois qu'on arrive hors saison, malheureusement, on se limite aux choux, aux potirons. Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas diversifier un peu les productions pour pouvoir avoir un plus large éventail, et notamment dans les cantines scolaires aussi, parce que faire manger, ça vous me dites votre avis, des choux et des potirons pendant 3 ou 4 mois de l'année aux enfants, c'est peut-être plus difficile, non ? Où est-ce qu'on en est dans la diversification de la production, notamment à cette période-ci de l'année d'ailleurs Il n'y a pas que des choux. Non, dites-nous justement. Il y a des carottes, il y a des poireaux, donnez-nous des idées. Il y a quand même pas mal de choses en plus que les choux. C'est vrai que les gens ont un cliché, font des clichés là-dessus. Il y a d'autres légumes d'abord, et puis il y a moyen de les conserver de manière agréable aussi. Où est-ce qu'on en est dans la diversification ? Je crois que le réchauffement climatique va nous aider pas mal. On va en reparler. Oui. Ça nous pousse dans le dos parce qu'il y a de plus en plus de choses qui poussent hors saison. Et donc on peut allonger aussi la culture des feuilles, par exemple. Mais ça, je ne sais pas vous aider plus, moi. Non, je vous demande votre avis. Et justement, vous parliez de la conserve, de la conservation des produits. Est-ce que dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, il ne serait pas intéressant, mais je sais qu'il y a 2-3 projets, notamment soutenus avec des appels à projets du gouvernement wallon, d'installation d'une unité de conserverie, stérilisation de légumes. Je pense que le parc naturel est partie prenante dans un projet qu'ils vont déposer, n'est-ce pas, Monsieur Datz ? Est-ce que ce n'est pas un manque, justement,
Parce que produire, c'est bien, ça, c'est limite, on est d'accord, mais si on pouvait produire et conserver, ce ne serait pas un plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener justement des unités de transformation, etc., pour pouvoir conserver? Il faudrait pouvoir amener effectivement des unités d'abord de nettoyage des légumes pour que les cantines, justement, les cantines aujourd'hui, sauf des toutes petites unités, ne sont pas en capacité d'accueillir nos légumes tels que nous on les sort du champ. Non. Il faut les préparer, donc il faut des légumeries pour ça, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore, ou j'en connais vraiment très peu, des toutes petites. Donc le constat, c'est qu'on n'a pas assez d'unités de transformation. On a besoin d'unités de transformation si les cantines s'y mettent, et s'il y a assez de producteurs. Et s'il y a assez de terre pour installer les producteurs. Oui, ça, on y viendra aussi. C'est un grand débat. Il faut aussi des unités de transformation, je pense, mais pas forcément des grosses usines. Ne retombons pas dans le panneau et dans le circuit. Peut-être plusieurs petites unités espacées en Wallonie. Je pense beaucoup plus intéressant de développer ou d'aider à développer des petites unités au niveau local à 50 ou 60 km chacune d'écart. Ce serait largement suffisant. Ça permettrait de travailler à petite dimension avec les producteurs qui sont autour et de nourrir les gens qui sont autour. C'est ça Pardon, dans le même ordre d'idée, vous êtes éleveur. Est-ce que l'abattoir à la ferme, par exemple, pour vous, c'est un plus ou... Oui, je voulais compléter, mais... Vous pouvez toujours compléter et répondre à ma question après. Hein. Bien entendu que quand on est éleveur, la question de l'abattage, elle est cruciale. Auparavant, on avait encore un abattoir à Chimay qui a fermé donc, il y a quelques années. Et donc maintenant, on est obligé d'aller jusque Charleroi. Tu parlais de 60 km, mais pour nous, c'est trop. 60 km pour des bêtes, c'est trop. Ce qui est vraiment bête, c'est que j'habite à Macquenoise, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, donc près de Chimay, et j'ai un abattoir à 7 km à Hirson, en France. Et voilà, c'est l'Europe pour tout, mais pas pour la circulation des animaux vivants. Je pourrais aller à l'abattoir d'Hirson, mais c'est très très compliqué au niveau des formalités administratives et ça coûte surtout de l'argent. Donc oui, nous, on est vraiment preneurs de solutions d'abattage à la ferme pour éviter aux animaux un maximum de stress. Mais voilà, il y a des projets de tests, mais ce n'est pas du tout encore développé d'une manière légale. C'est un embryon en ce moment. Hein. Mais il y a des incitants également. Hein. Willy Borsu a mis en place avec la... Oui, mais pour l'instant, on ne va rien dire. Non, enfin, on est en train de... Mais pour vous, ce serait une solution? Oui, l'abattage à la ferme serait une solution. Mais ce que je voulais rebondir sur ce que disait Catherine, en fait, dans ces projets, en fait, aujourd'hui, on se rend compte, pendant la crise Covid, on a eu vraiment beaucoup de succès dans notre coopérative au magasin. On a enregistré vraiment presque un doublement de la demande, jusqu'à se demander, mais est-ce qu'on est en capacité d'y répondre? Et on se rend compte que quand on s'engage comme producteur paysan, on a à cœur de rester dans un modèle de production à petite échelle qui assure le bien-être du paysan, qui lui permet de mettre un produit de qualité à un prix juste sur le marché. Et c'est pas parce qu'il y a une opportunité de marché qu'on a envie de doubler sa production et de passer dans des modèles productivistes dont on connaît justement contre lesquels on lutte. Donc l'idée, c'est pas du tout que les producteurs produisent plus. C'est vraiment qu'on permette l'installation de nouveaux producteurs ou que certains producteurs qui aujourd'hui produisent pour l'agro-industrie ou pour l'exportation reviennent à des productions vivrières. C'est pas simple. Mais aujourd'hui, avant de mettre des unités de transformation en place, ce qu'il faut, c'est vraiment soutenir l'installation des agriculteurs, parce qu'on voit que, le petit dépliant, là, j'ai lu juste le dos, on lit 63 fermes disparaissent toutes les semaines et autant d'agriculteurs, c'est 30 fermes et 63. Oui, c'est vraiment une tendance fondamentale, et quand on parle de cet appel à projet relocalisé, mais s'il n'y a plus de producteurs vivriers, je ne sais pas ce qu'on va relocaliser. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment permettre à des producteurs de pouvoir accéder à la terre et développer une activité qui lui procure un revenu, qui lui permet de vivre une vie digne et de développer son outil de production. Pas d'être riche, mais simplement de pouvoir en vivre. Simplement de pouvoir en vivre, ce serait déjà pas mal justement pour l'accès à la terre. Est-ce qu'il y a des aides
pour l'accès à la terre au niveau européen, au niveau wallon, parce que bon, la PAC, on le sait, hein, subsidie à grands coups de milliards les producteurs conventionnels, mais et se donne le deuxième pilier, la PAC se donne un peu de green bashing en finances légales notamment, donc c'est un peu contradictoire. Hein. On donne de l'argent d'un côté pour faire de la culture intensive, et de l'autre côté on dit manger mieux, manger durable, et la proportion est négligeable. Hein. Mais est-ce qu'il y a des aides pour s'installer Il y a des aides à l'installation, mais pas particulièrement un modèle qualitatif. Voilà. Il y a des aides à l'installation pour tout type d'agriculteurs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que bien qu'il y ait des discours politiques qui encouragent le bio, le paysan, dans les faits, la politique agricole, elle encourage les modèles agro-industriels. Les primes, c'est les primes à la quantité, c'est pas les primes à la qualité. Ou à la surface. Comme ça. Et l'accès à la terre, je ne connais pas de prime d'accès à la terre. Je crois pas. Et il y a aussi le coût des labels. Hein. Vous me faites tout lire dans Mais vous pouvez en parler aussi, vous êtes labellisé bio, donc peut-être vous pouvez nous expliquer aussi le coût des labels entre quand on produit bio ou pas bio, le fait d'être labellisé bio, ça a un coût. Non mais je viens en parler parce que ça me tient à cœur. Donc je vous ai dit, en fait, j'ai repris cette ferme il y a 9 ans, donc je suis néo. J'avais fait des études d'agronomie et puis j'avais pas trouvé, j'aurais bien trouvé un fermier à épouser à l'université, mais j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai dû attendre un coup de chance. Un jour, j'ai vu sur Internet ferme à vendre dans la région de Chimay, et ça, je me suis dit que c'était mon jour de chance, donc je l'ai repris. Il y a 9 ans, je l'ai remise en production. Donc, on produit des agneaux dans des vergers, sous des vergers aux tiges, avec aussi des petits fruits. Et on a installé des ruches pour assurer la fertilisation, et donc on a un système. Voilà, où peut-être là, le fil rouge, c'est la biodiversité et la qualité. Mais quand j'ai fait ça, vraiment, pour moi, c'est un engagement sociétal. Produire de la qualité, c'est un engagement sociétal. Et je vous ai dit, après, je suis à mi-temps dans une société qui est plutôt orientée sociale. J'ai à cœur de produire de la qualité pour des gens, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et dans les faits, je produis un bien de qualité pour les consommateurs de la coopérative qui ne sont pas des ménages à faible revenu, parce qu'il faut bien se rendre compte que le prix qui est juste pour moi, qui couvre juste mes coûts de production, il est juste inaccessible pour les gens qui ont des petits revenus. Et donc pour moi, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est la question principale qui m'occupe comme productrice. Et je ne dis pas que ça va tout changer, mais je me dis, c'est quand même profondément injuste que dans notre société, quand on produit de la merde, entre guillemets, on ne doit rien payer pour la mettre sur le marché. Mais quand on produit de la qualité, comme par exemple de la viande bio, eh bien, quand vous êtes acheteur, vous me payez 5 niveaux de certification. Les intrants, la certification de mes intrants que j'ai achetés comme productrice, la certification que je paye comme productrice, la certification de l'abattoir, la certification de la découpe et la certification du lieu de vente. Donc, il y a déjà dans un morceau de viande 5 contributions à la certification. Donc moi je me dis, pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas en charge ce coût et n'interviennent pas lorsqu'on met sur le marché des produits de qualité pour pouvoir au moins les rendre plus accessibles à un plus grand nombre de ménages. Voilà ce que je peux dire. Alors que justement, on importe énormément d'agneaux. Et je disais qu'on importait énormément d'agneaux en Belgique. Hein. Tout le monde se souvient de ce bateau qui a coulé avec les moutons à l'intérieur, là, dans des conditions de transport effroyables. Justement, Christine Mailly, est-ce que le coût de ces produits, évidemment, enfin, c'est une question, je fais la réponse en même temps, mais c'est un frein à l'alimentation durable pour les bas revenus? Oui, c'est sûr que, je crois qu'il ne faut plus le dire, que malheureusement, les bas revenus, il n'y a pas photo, hein, quand ils doivent comprimer les dépenses, sur quoi c'est-on le plus vite et le plus rapidement comprimer les dépenses, c'est sur l'alimentation. Quelle est la part je vous interromps, quelle est la part de revenu dans les ménages consacrés à l'alimentation? Elle est de plus en plus faible, elle est très faible dans les milieux défavorisés. Hein, et pourquoi? Parce que la grosse part consacrée dans le revenu mensuel d'un ménage, ça va être d'essayer de payer son loyer, d'essayer de payer de l'eau, de l'électricité,
d'essayer de payer les frais liés à la scolarité quand il y a des enfants, d'essayer de payer des frais, je dis d'essayer, parce que d'essayer de payer des frais de mobilité, et puis peut-être parfois de prendre en charge les frais liés à la santé pour les enfants quand il y a des enfants, mais rarement pour les adultes. Donc en fait, on assure le plus possible ce qui va faire crouler définitivement si on n'arrive pas à assurer. Alors, ce qui est le plus facile à comprimer dans les budgets, c'est tout ce qui concerne évidemment les vêtements. Je ne parle pas des chaussures, je parle des vêtements. Chaussures, c'est autre chose. Tout ce qui concerne et l'alimentation. Et donc, en général, un ménage pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il paye d'abord tout, et puis c'est avec ce qui reste qu'il mange. C'est avec ce qui reste. Et avec ce qui reste, ça peut être... je suis allée à Comines-Noirnoton avant-hier pour un débat, et il y avait le film que vous avez peut-être déjà... Moi, je ne l'avais pas encore vu, j'en avais déjà beaucoup entendu parler, français. Pourquoi nous détestent-ils? Et il y a un numéro sur la pauvreté, il y en a un sur la prostitution. Et donc, le numéro sur la prostitution, c'est le profil d'un gars qui était dans la grande pauvreté avec sa famille pendant un temps de sa vie, et qui a été élu à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais dit qu'il avait été pauvre avant dans l'Assemblée nationale, et puis il y a eu un livre, et puis il y a eu le film, et puis c'est comme ça que le débat... Et il le disait lui-même, il disait, il y a un truc quand on est pauvre, c'est que mourir de faim, c'est pas possible. Enfin, il y a toujours moyen de trouver quand même, alors que ce soit en se déshabillant dramatiquement, pour avoir un papier, pour aller chercher du colis, mais ou bien même avec le portefeuille à très bas prix. Donc lui, il expliquait par exemple qu'il allait chercher les paquets de nouilles chinoises, le truc qu'on met dans... parce que les enfants aimaient bien le goût, et donc ça coûte rien du tout, et qu'ils tenaient des semaines comme ça à manger ça. Donc on comprime tant qu'on peut. Les gens, ils ne vous disent pas j'essaye de garder autant pour manger. Ils font avec ce qui reste pour manger, et ils vont chercher s'il n'y a pas assez pour manger. Donc forcément, alors c'est vrai que parfois il y a des produits, parce qu'on entend parfois dans certaines régions, et ça peut être vrai que parfois chez le maraîcher, par exemple, il n'y a pas nécessairement une grande différence de prix. Ça dépend des produits, en fait. Et c'est dû à ce que tu dis, c'est la production, c'est les coûts de production derrière, ça dépend un peu des produits. Mais enfin, même parce que souvent, il faut se déplacer, c'est à un certain moment, il faut s'organiser, etc. Or, l'organisation de la vie dans la pauvreté, c'est déjà tellement énergisant, bouffant toute l'énergie pour se justifier face à l'école, face au CPS, pour remplir un papier, pour essayer que ça passe après. Ce qui ne dit pas que les gens ne souhaitent pas bien manger, et ce qui ne dit pas non plus que les gens ne sont pas capables de faire la différence entre bien manger et mal manger. Mais il y a un moment donné où dans sa vie, si la pauvreté dure trop longtemps, mais on ne va pas... le comportement naturel, et c'est le nôtre à tous, et c'est bien normal, c'est à un moment donné de se dire qu'on ne vit pas mal en mangeant aussi mal, on va finir par se convaincre de ce qu'on mange, c'est bon, quoi. Pourquoi? Parce que se lever tous les jours au matin en se disant je vais mettre de la merde dans l'assiette de mes gamins, c'est pour aller se pendre tous les jours au soir. Donc à un moment donné, on intègre que ça fait partie. Et donc, c'est là qu'à un moment donné, il y a un espèce... C'est pas du tout un schisme culturel. Moi, j'aime pas du tout le propos qui dit il y a ceux qui ont la culture pour aller vers la bonne et ceux qui n'ont pas. C'est pas culturel, ça. C'est qu'à un moment donné, il faut bien intégrer les habitudes de vivre pour ne pas souffrir tout le temps et pour tenir. Et donc, on défend à un moment donné qui on est. Parce que quand on est capable de faire vivre sa famille malgré qu'on n'a rien, on défend ce qu'on est en train de faire et on accorde de la valeur à ce qu'on est en train de faire. Et heureusement, sinon on crève tout de suite. Sinon, ça veut dire qu'on est capable de rien et donc on intégrerait la... Donc c'est tout ça qui joue dans le truc. Alors parfois, ce qu'on voit, c'est dans certains projets, etc., il peut arriver, moi j'en connais un peu dans mon coin, mais c'est plutôt rare et parfois, malheureusement, ça ne sait pas tenir longtemps parce qu'il y a plein d'obstacles dans la vie des gens, c'est que des regroupements d'accès à une alimentation meilleure démarrent à partir de gens dans la pauvreté qui vont développer un projet un peu solidaire ou avec un acteur social, il y aura un terrain, on va cultiver un peu, etc. Et c'est très bien. Mais ça reste évidemment très petit. Marginal, oui. C'est extrêmement fragile. Voilà. Et le dernier élément que je voudrais partager, parce que je trouve qu'il est vraiment important, ce que tu disais en disant, tu expliquais, je ne vais pas l'expliquer parce que c'était passionnant de l'entendre et de façon aussi explicite.
Mais en effet, moi qui ne suis ni producteur, enfin je ne suis pas du côté des producteurs, je rencontre des gens dans la pauvreté et je bouffe tous les jours, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Wallonie ne prend pas la direction d'aider à l'acquisition des terres, d'aider à l'installation des petits producteurs, d'aider à, enfin, etc. Pas pour aller vers des usines, mais aider, etc. Et ici, le Covid vient encore une fois, il n'y a pas que cette crise-là, il y avait déjà la précédente de 2 minutes, et encore une fois de démontrer tout l'intérêt qu'il y aurait à ça. Et donc, comment fait-on pour aller vers ça? Parce qu'au-delà des gens qui sont dans la pauvreté, le nombre de producteurs qui sont dans la pauvreté et qui essayent de tenir le coup et qui crèvent de misère et qui craquent régulièrement, allant jusqu'au suicide, malheureusement pour certains, c'est la réalité, ou bien par l'abandon, tout simplement, et l'obligation de se remettre à aller trouver un boulot salarié, alors que c'est vraiment pas ça qu'on a dans les tripes et qu'on avait tout possible. Bon, l'année dernière, par exemple, moi j'allais chez un petit maraîcher dans mon coin, la sécheresse de l'année dernière, c'était le coup de trop. Et donc voilà, et donc ils sont repartis à faire quelque chose qui ne leur plaît pas du tout, alors qu'ils avaient quelque chose qui était très bien, et ça, il y en a tout le temps. Et moi, personnellement, j'essaye de manger un peu bien, parce que je me dis, bon, c'est mieux pour moi, mais pour soutenir aussi. Mais il y a des jours où le fromage que j'avale, la salade que j'avale, le morceau de viande que j'avale, il passe de travers quand je sais que moi je mange bien parce que j'ai moyen de me le payer, alors que je sais que celui qui le produit crève de misère. Bien, ça ne va pas. Mais ça, c'est le cas aussi dans l'agriculture conventionnelle. Hein. Oui, non, on est d'accord. On est d'accord. L'agriculture conventionnelle souffre aussi. Oui, hein. oui, non, on est d'accord. Moi, pour avoir rencontré pas mal d'agriculteurs, ils le disent tous, on est le nez dans le guidon, on vit des primes. Personne n'a envie de vivre de primes. Hein. Ils me disent, quand tu vois le prix du lait à 30 centimes ou 37 centimes et un litre d'eau à 1 euro la bouteille, comment est-ce que les gens peuvent encore... Alors justement, pour la pauvreté, est-ce qu'une solution à ça, ce ne serait pas l'échec alimentaire, ou comme le dit M. Defeit, un économiste, une cotisation sociale généralisée qui permettrait d'augmenter ses revenus, et je pense aussi avoir plus de temps, parce que malgré tout, manger bio, manger durable, il faut préparer la cuisine, il faut faire les achats, il faut, je veux dire, c'est pas acheter une pizza au GB en repassant ou ailleurs, en repassant du boulot parce qu'on n'a pas le temps, avec les 2 gosses dans la voiture, on achète 3 pizzas, on les met au four, on a soupé. Je veux dire, manger durable, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas justement, vous pouvez peut-être toutes répondre, hein, le chèque alimentaire ou la cotisation sociale généralisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Le Duc, par exemple. On va d'abord faire parler les deux dames ici à côté de moi, parce que vous parlez beaucoup, vous. Hein. Mais c'est bien. C'est très bien. Madame Le Duc. Ben là, pour le coup, je me sens pas vraiment en capacité de répondre à cette question-là, parce que c'est un secteur de la pauvreté, que je ne connais pas bien. Peut-être chez vous, est-ce que par exemple, s'il y avait des chèques alimentaires, ça favoriserait l'achat dans les petites structures, ça pourrait permettre de développer encore plus, de donner une meilleure vie aux producteurs, puisque on le sait, ils sont tous comme ça. Il y a aussi des produits préparés dans les circuits courts, de toute façon, des plats préparés. Ils ne coûtent pas forcément beaucoup plus cher que les autres. Pas forcément, non. On peut avoir une ordre de prix parce qu'on a souvent cette idée que... Alors si vous me dites que ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais pour rétablir la... Je ne sais pas vous donner d'ordre de prix parce que je ne mange pas les produits préparés qu'on en fait pas. Il y a une épicerie à Barvaux-sur-Ourcq qui s'est ouverte et c'est rassemble des producteurs locaux où je travaille beaucoup, donc j'achète régulièrement des plats préparés. Il varie quand même de 6 à 8 euros la portion. Par personne? Alors, chez elle, c'est des bonnes portions. Donc, nous, on est à 2, donc souvent, j'arrive à faire la portion pour 2. Mais deux très bons mangeurs, il faudrait quand même les 2 portions. Ça varie de 6 à 8. Ça étant, moi, je considère que c'est pas cher par rapport à ce que ça me fait gagner comme temps. Et il n'y a aucune comparaison, en effet, même avec les meilleurs produits de la grande surface, de repas tout préparés, etc. Mais ça reste que s'il faut sortir ça tous les jours, c'est pas... Enfin, je veux dire... Voilà, quand on n'a pas un revenu du boulot et tout ça. Mais les chèques alimentaires et tout ça, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, pour sortir de la... Enfin, pas pour sortir de la pauvreté. Si on ne choisit pas le chemin de la sortie de la pauvreté, il faut choisir les types de dispositifs les moins humiliants pour les gens, qui vont à la fois pour les recevoir, c'est-à-dire les moins conditionnés, les moins humiliants pour les recevoir, et les moins humiliants à l'usage.
Bon, voilà, donc que ce soit chèque alimentaire ou n'importe quoi d'autre, mais ça, c'est pas la sortie de la pauvreté, ça, c'est la gestion de la pauvreté. Ça, Oui. ça c'est admettre que bon, elle est là, et alors on s'organise pour qu'il y en ait qui, etc. etc. Mais ça, finalement, Mais si vous allez dire à un CPS que vous allez donner des chèques alimentaires pour aller acheter de temps en temps parce qu'une maman est complètement déprimée à plat à ses enfants à la maison, il fait humide, etc., et qu'elle n'a pas la force de faire ses repas, mais qu'elle ne va pas travailler à l'extérieur, mais qu'avec ses chèques alimentaires, elle va aller acheter des plats à 6, 7, 8 euros, je peux vous dire qu'elle se fera... on lui dira, ça ne va pas, madame, vous vivez comme une bourgeoise. Donc, je veux dire, oui, mais c'est ça la réalité. Donc, je veux dire, oui, pourquoi pas, momentanément, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il faut toucher aux revenus. Il faut toucher aux revenus des ménages, il faut augmenter les revenus des ménages. On est dans un pays où, catastrophiquement, les revenus sont terriblement bas. Mais ça, c'est le rôle de l'État, quand même, de faire que la population puisse se nourrir dignement. Et alors, en termes de sécurité sociale, nous, on trouve au réseau que on pourrait très bien imaginer, en tout cas pour accéder à la nourriture dans tous les endroits de collectivité, etc., en se disant que bien manger, c'est de la prévention santé, etc., eh bien qu'il pourrait y avoir un nouveau champ de la sécurité sociale qui soit par de la cotisation collective, quelque chose qui soutient l'ensemble des ménages dans l'accès à une alimentation saine. Après, il faut inventer le dispositif, etc. Donc Philippe Defeuille, qui va sur des chemins comme ceux-là, il fait un mixte entre l'allocation universelle et vous dites bien l'ensemble des ménages, aussi bien les hauts revenus. Oui, c'est le principe de la sécurité sociale. Par rapport au bien manger, nous, il y a deux endroits où au réseau on trouve qu'il n'y a pas de distinction à faire. C'est par rapport à bien manger, par rapport à la santé, donc c'est préventif. Donc je veux dire que si demain le bourgeois mange mieux et qu'il coûte moins aussi parce qu'il va moins aller en maladie chronique se faire opérer à l'hôpital, il fait aussi gagner à la collectivité. Donc, le bien manger et l'école, ça, c'est les deux endroits, c'est quasi les deux seuls, où au réseau, on se dit, on ne fait pas de distinction de revenus. Parce que l'accès à la santé, justement, on est en train aussi de partir avec des distinctions dans les hauts revenus. Ah ben ça, il y a longtemps. Oui, mais justement, donc c'est de nouveau un peu favoriser. Aider les hauts revenus également à accéder à une meilleure santé. Ok, mais eux, ils ont déjà les moyens de le faire. Oui, mais enfin, si on est d'accord de dire que bien manger, ce serait développer la production, les producteurs, les soutenir, etc., et que bien manger, ça fait une meilleure santé. Vous savez, dans les hôpitaux, malheureusement, évidemment, dans les maladies chroniques, il y a plus de gens pauvres que d'autres, mais il y a aussi plein de gens riches qui font des maladies chroniques parce qu'ils mangent comme des goinfres, et que ça ne veut pas dire qu'ils mangent nécessairement des bonnes choses. Donc si eux aussi permettre que la sécurité sociale soit moins sollicitée par des maladies cardiaques, par de l'obésité, etc. Parce qu'on stigmatise toujours, et en effet, on sait bien qu'il y a plus d'obésité dans les populations les plus pauvres, mais parce que, d'abord, l'obésité, on le sait maintenant, elle n'est pas due qu'à ce qu'on mange. Il y a plein de gens qui sont obèses alors qu'ils mangent très peu dans le monde de la pauvreté, parce qu'on sait qu'il y a des éléments de stress, il y a des éléments physiques, etc., qui jouent. Mais je veux dire, il n'y a pas que parmi eux. Donc, bien manger, c'est de la prévention pour l'ensemble des dispositifs sociétaux. Alors, évidemment, moi, je serais toujours pour dire que, et c'est là que je suis d'accord, si on doit commencer à investir de l'argent dans cette direction-là, alors là, moi, je suis d'accord qu'on commence à l'investir par les plus faibles. Par parce le bas. Qu'ils ont du temps à rattraper. Voilà. Et puis, mais on aligne avec les autres, à un moment donné. S'il faut faire un choix de priorisation, si on peut ne pas faire le choix de priorisation, qu'on se dit, tiens, dans la sécurité sociale, le bien manger, c'est un élément de prévention pour l'ensemble des facteurs de la vie, alors on le fait directement pour tout le monde. Je pense que la société évolue et notre sécurité sociale, heureusement qu'elle existe, il faut la défendre pour ce qu'elle est. Il faut d'ailleurs essayer de faire enlever de l'intégration d'éléments d'exclusion qui lui auraient été intégrés pendant les 2-3 dernières législatures. Mais il faut aussi lui permettre de s'ouvrir sur ce que sont les nouveaux champs sociétaux. Et l'alimentation, c'en est une par définition. Et si c'était fait comme ça, moi je pense aussi qu'il y a moyen de réfléchir, enfin, je ne sais pas lequel, mais il faut un mécanisme de redistribution vers, peut-être pas par la sécurité sociale, mais vers les producteurs. Il faut que toute la chaîne vive bien. Tout le monde a droit à l'aisance. L'aisance ne voulant pas dire la gabegie. Au GAL, on y pense aussi, je suppose, dans l'alimentation, à l'impact sur la santé. On y réfléchit, il y a des... Oui, bien sûr, on y réfléchit plus que ça. On est convaincu que l'alimentation est un facteur déterminant de la santé des enfants et de la population en général. Ça,
il n'y a pas photo. Et la crise qu'on a traversée, qu'on traverse encore aujourd'hui, nous montre. Je pense que si on était tous plus forts, si nos systèmes immunitaires étaient plus forts, on se défendrait mieux sur les maladies en général. Donc ça, il n'y a pas photo. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Si je peux dire un petit mot sur l'échec alimentaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Christine dit. De toute façon, je crois que c'est une forme d'aide, c'est pas une forme d'accès pour tous librement choisi à une alimentation de qualité. Mais pendant la crise Covid, l'institution pour laquelle je travaille a été fort en faveur de proposer que des chèques alimentaires soient distribués en complément de l'aide alimentaire, simplement pour des raisons déjà sanitaires, que ça exposait moins les gens d'aller juste au magasin et pas de devoir faire la file. Puis on a parlé de ces nouvelles catégories de personnes qui sont venues grossir les files. Et donc, comme il n'y avait plus moyen de les accueillir dans les associations, ces files, elles grossissaient sur les trottoirs. C'est très stigmatisant. On est là dans l'espace public à faire la file pour obtenir un colis alimentaire. Et c'est pas parce que je travaille dans une association qui soutient les organisations d'aide alimentaire que je trouve que c'est une solution. C'est au contraire, l'idée c'est pas lié aux urgences de maintenant, mais toujours dans une perspective de sortir de la pauvreté et de sortir de ce type d'aide. Parce que moi, pendant la crise Covid, j'ai nourri une colère dont je ne suis toujours pas redescendue. Je trouve que c'est pas digne de notre État. C'est pas digne de notre État de faire dépendre l'alimentation de toute une fraction aussi importante de bénévolat et de collecte d'invendus. Alors je sais bien qu'on dit oui, c'est bien de collecter les invendus, on lutte contre le gaspillage, c'est même le message des banques alimentaires, avant de soulager la pauvreté, ils luttent contre le gaspillage alimentaire. Mais de quelle qualité aussi Mais il faut savoir que, comme on parlait d'alimentation durable, dans une même politique, il y a l'alimentation locale bio, pour ceux qui savent la payer, et la collecte des invendus et la lutte contre le gaspillage pour les autres. Il y a un moment où c'est inéthique, c'est inacceptable de se dire qu'on nourrit les personnes les plus démunies avec des nourritures de moindre qualité. C'est vrai que parfois, dans le gaspillage, il y a des nourritures qui restent consommables, mais il faut se dire que la plupart du temps, le gaspillage alimentaire, c'est du gaspillage de l'agro-industriel, des produits extrêmement transformés qui viennent de l'autre bout du monde, et des produits frais en fin de vie. C'est quand même des aliments beaucoup moins riches en éléments minéraux, en vitamines, en qualité. Donc, il y a une espèce comme ça de mythe dans l'alimentation durable que les invendus, c'est génial de les collecter et d'en faire profiter les personnes les plus démunies. C'est violent. Les gens le voient comme une violence. Oui, parce que quand on a la chance de manger bien tous les jours et qu'on se dit « Oh, tiens, mon yaourt, la date de péremption est dépassée, je vais l'ouvrir pour goûter. » Voilà, c'est un comportement tout à fait adéquat. Mais quand on ne vous offre que des produits périmés, il y a une violence à devoir les accepter. Et donc, ce que je voulais aussi dire, la sécurité sociale alimentaire, c'est une idée qui fait son chemin. Elle a l'air, comme ça, elle a l'air un peu utopique, mais comme l'était l'idée de la sécurité sociale auparavant, et donc l'idée, c'est on cotise tous selon ses moyens pour offrir à tous un même droit à une nourriture de qualité. Et donc c'est un projet qui est en train d'être discuté dans les cercles et voilà, c'est à creuser. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Je peux juste... Vite, hein? Une ligne pour corroborer ce qu'elle disait. Dans le plan wallon de lutte contre la pauvreté de la législature précédente, il y avait une mesure qui concernait l'aide alimentaire et le titre de cette mesure, ce n'était même pas écrire « on voudrait bien que tous les Wallons mangent tous les jours », par exemple, c'est une phrase un peu enfantine que je dis là. Elle aurait été quand même plus judicieuse que le titre qui était, c'était « réduire les invendus alimentaires de, on ne demandait plus le chiffre, je ne sais plus, de autant de pourcents ». C'était le titre de la fiche qui disait qu'on voulait lutter contre la pauvreté en amenant de l'alimentation à tout le monde. Donc vous voyez, la torsion de... Et c'est inconscient, hein.
Il y a plein de gens qui jouent avec ça de façon complètement inconsciente et qui trouvent que c'est très bien d'aller chercher des invendus partout. Et d'ailleurs, c'est un recyclage capitaliste automatique. Hein. Le capitalisme a une capacité d'aide, de recycler tout ça. Donc on arrive à revendre, à organiser, etc. Mais, en effet, sur le dos des bénévoles, et c'est les grandes surfaces qui sont gagnantes, et c'est la production industrielle qui est gagnante, etc., en ayant l'air d'avoir un grand cœur. La question suivante que moi je me posais, est-ce qu'on a encore le temps de manger durable? Parce que quand on est en ville, qu'on a une femme seule, 2 gosses, qu'on travaille, est-ce qu'on a encore le temps d'aller acheter, de cuisiner, de préparer le petit déjeuner le matin avec le pain, les tartines, plutôt que de mettre vite fait une galette, je ne citerai pas de marque, mais emballée au sucre? Est-ce que ça, c'est aussi justement donner du temps à pouvoir mieux manger? C'est pas une des solutions. C'est pas donner, c'est se donner. Oui, mais se donner, c'est pas toujours facile. À partir du moment où tu bosses à 2, tu te lèves à 6 h du matin, tu rentres à 6 h du soir. S'il faut encore commencer à faire à manger pour 4, imaginons pour 4 à 6 h, tu ne fais plus que ça. Enfin, je veux dire, est-ce que justement la cotisation sociale généralisée ou donner du temps ne permettrait pas de récupérer du temps pour pouvoir mieux manger, mieux cuisiner? La cotisation sociale généralisée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas une des solutions? Une, hein? C'est un revenu qu'on donnerait tous les mois, une allocation universelle. Vous voulez nous lancer sur cette parole? Pas vous. Est-ce que par exemple, pour vous, est-ce que ce ne serait pas une solution pour donner du pouvoir d'achat et donner du temps? Oui, le temps. Le temps. Mais enfin, tout ça, c'est chaque fois des... Mais peut-être que c'est des idées reçues, mais ça, vous pouvez... Non, je dis pas que c'est une idée reçue, mais c'est chaque fois des emplettes sur des jambes de bois, quoi. Enfin, oui. Si on change... Il y a moyen quand même de changer les politiques. Si on veut travailler sur le social et l'aide alimentaire, ok, d'une part, et donner accès à une nourriture qui vient directement des producteurs, il faut quand même aider ces producteurs-là aussi, et donc arrêter de subventionner une agriculture qui ne nourrit pas et qui détruit à la fois la terre et les gens, la santé des gens, et subventionner maintenant de manière normale l'alimentation des producteurs qui travaillent proprement. On y va tout doucement. Je pense que la région Wallonne a un plan pour 30% des terres en bio pour 2020, si je me 25, si je me trompe. L'Europe, c'est un peu moins. Mais moi, je suis d'accord avec c'est ça qu'il faut faire. Ça étant sur le temps, je trouve que ça reste une vraie question, la question du temps. Parce que, moi, je voyage beaucoup en train, et j'habite en province de Luxembourg. Les gens qui montent dans le train à 5 h, 4 h du matin, 6 h du matin, pour aller travailler à Bruxelles, qui rentrent en effet à 18 h quand le train est à l'heure, etc. Moi, je peux comprendre que suivant le type d'environnement professionnel dans lequel on est pris, coincé, etc., on n'a pas nécessairement le choix de la mobilité professionnelle. Parce que, alors, Philippe de Fay défendrait l'allocation, défend entre autres l'allocation universelle en disant que ça permettrait d'alléger en quelque sorte éventuellement la charge de travail, permettre une plus grande mobilité professionnelle, tout ça. En attendant, ça n'est pas là. Et donc, je ne sais pas si c'est l'allocation universelle la solution. Moi, justement, je voulais évoquer les pistes de solutions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une réflexion générale sur le temps consacré au travail, dans la proportionnalité au temps consacré à sa famille et à une qualité de vie est une vraie question aujourd'hui. Pourtant, le temps de travail... Et donc, au fil du temps, il diminue. Les solutions, je veux dire, elles peuvent être multiples. Il y a le combat pour le 4/5e, j'allais dire, la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire, etc., qui pourrait permettre effectivement aux gens d'être plus dans un équilibre pour se dire je veux faire mes courses, je veux faire manger, par exemple, etc. Il y a éventuellement, mais je dis, j'ai pas de réserve pour l'allocation universelle, etc. Mais de toute façon, on voit bien qu'on est dans une société où on est dans une espèce de tension terrible entre comment les gens sont... Bon, le mot est peut-être trop fort parce que quand on a un travail qu'on aime et qui est de qualité, c'est mon cas, je ne me sens pas exploitée. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des conditions de travail exploitées, c'est-à-dire le travail n'est pas nécessairement le plus satisfaisant qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'il est détestable, mais c'est pas le plus satisfaisant. Mais il mange une proportion de la vie gigantesque.
Et il met en tension, parce qu'aujourd'hui, il faut réussir tout partout. Les ménages, ils sont mis dans des tensions fortes. Aujourd'hui, il faut être performant dans son boulot, il faut être performant dans la vie sociale, il faut être performant par rapport à l'école. Il n'y a plus d'espace de respiration. Or, ce qui touche à l'alimentation, et moi je ne suis pas un bon exemple, je suis quelqu'un qui pendant des années n'est quasi plus jamais cuisiné. Je mange des trucs tout faits, etc. Parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'y accordais pas d'importance. Et puis maintenant, c'est un peu en vieillissant que je me rends compte que ça me détend de touiller dans une casserole. Et donc je me rappelle un peu la recette de ma mère en me disant « Oh mon Dieu, on a un légume comme ça, avec ça dedans, ça marche ». Oui, mais c'est vrai, je vous raconte ça avec anecdotique, mais je fais partie de ceux-là. Voilà. Et ma mère a toujours fait à manger à la maison, parce qu'elle était avec son ménage à la maison. Après, il faut vraiment réfléchir à tout ça, parce que je pense que c'est très important, cette partie-là de la vie. Et il faut réfléchir au rôle des femmes dans les ménages, etc. Donc il ne faudrait pas que ça... S'il n'y a pas de réduction collective du temps de travail, s'il n'y a pas autre chose de tout ça, que ça ne ramène pas nécessairement les femmes aux casseroles, etc. Donc il faut... C'est un débat de fond, hein, la question du temps. C'est un débat qui atteint aussi le fait de se faire à manger et de se faire à manger bien. D'ailleurs, je suis entouré de femmes, hein, comme vous avez remarqué. Bizarrement, quand on parle d'alimentation, il n'y a que des femmes. Mais voilà. Mais le temps... Est-ce qu'on doit aussi peut-être réfléchir à consacrer plus de temps plutôt qu'à autre chose? Des choses futiles, même à la maison, des choses futiles, je veux dire, je ne vais pas dire faire le ménage, hein. Il y a des gens, enfin moi je n'ai plus la télévision, depuis que j'ai plus la télévision, je gagne 3 heures par jour. Donc je prends du temps à faire autre chose. Donc justement à ce niveau-là, est-ce que l'éducation à l'alimentation n'est pas important? Enfin, est important, enfin il l'est pas, il l'est, mais éduquer les gens à s'alimenter comme il faut, justement en se dispensant de passer ses soirées à regarder la télé, enfin je sais pas moi, hein. Où est-ce qu'on met l'accent là-dessus? Qui s'occupe de ça? Est-ce qu'on prend en charge l'éducation à l'alimentation en Belgique ou peut-être le GAL? Enfin, le GAL, oui, certainement. Oui, voilà, c'est des choses qu'on fait, mais je veux dire, c'est sûr que pour moi, l'alimentation est un sujet pédagogique, au même titre que les maths et le français. Et ça, c'est bon. Après, moi, je suis pas enseignante, je suis pas formée à ça aussi, mais je pense qu'effectivement, si on veut à un moment donné sensibiliser les enfants dès la petite enfance au bien manger, à l'importance de manger correctement, à l'importance d'être attentif en classe, nous on fait des liens avec ça aussi. On a de plus en plus d'enfants hyperactifs, de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de concentration. Voilà, il suffit de regarder ce qu'ils mangent le matin avant d'arriver à l'école et on a compris quoi. Donc il y a évidemment un travail d'éducation à faire à ce niveau-là, ça c'est indéniable, alors que ce soit pris en charge par les enseignants ou par des structures extérieures, voilà, oui, ben nous on le fait dans les écoles qui sont demandeuses, mais je veux dire, on est loin de toucher toute la population, et voilà, donc, mais voilà, ça fait partie des matières qui... Ça devrait faire partie des matières de l'enseignement en général. Comme le temps de midi devrait redevenir un temps scolaire, comme on disait tout à l'heure aussi. Pour le moment, le temps de midi, c'est un espèce de temps bizarre que les enfants passent à l'école, dont personne ne veut s'occuper, et dont on n'a quasiment pas de mainmise là-dessus. Moi, j'ai juste toujours un petit chouïa d'inquiétude quand on parle d'éducation, mais je le relie à la pauvreté. Vous savez, ça fait des années que les politiques, par défection de garantir des droits de base, un droit à revenu convenable, l'accès au logement, donc une politique. Ce n'est pas les gens qui ont un problème avec le logement, c'est la politique du logement qui a un problème avec les gens. Ce n'est pas les enfants qui ratent à l'école, c'est l'école qui rate avec certains enfants, en particulier les enfants défavorisés. Et donc, ce n'est pas les gens qui choisissent de mal manger, c'est comment l'ensemble du dispositif de production et d'accès à l'alimentation, je ne parle pas de vous évidemment, etc., est là et envahi. Si demain on est dans une transformation progressive de ce qui est mis à disposition, les gens, ils iront dans... Si leur capacité à eux est soutenue par un revenu, par des conditions de vie plus décentes, par être moins traqué, etc. Et si de l'autre côté, la société, de façon, ça va matcher à un moment donné. Donc quand je travaillais dans la culture, à un moment donné, je disais, c'est pas grave que des enfants regardent des dessins animés merdiques à la télévision, à condition qu'ils voient aussi autre chose. Et les enfants de milieu aisé, ils ont l'autre chose. C'est-à-dire qu'ils regardaient du merdique et ils peuvent aussi aller voir des beaux spectacles au théâtre. C'est ça la nuance. Mais ils se délectent aussi du bazar merdique. Comme, je ne sais pas, moi, vous mangez peut-être toujours tout bien. Moi, j'essaye de bien manger. Mais il y a des merdes que j'adore. Et donc, de temps en temps, je m'achète vraiment le truc merdique que j'adore. Parce que voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisque je peux faire les deux. Ça, c'est vraiment pas grave. Le problème, c'est quand les gens sont dans telle condition
de contraintes, de pauvreté, de trop peu, d'être déconsidérés, etc., mais qu'eux, ils vont avoir toujours que la même totoille. Alors quand on a toujours la même totoille, on s'affaiblit de plus en plus. Donc je pense que ce n'est pas que de l'éducation, c'est le combat politique qu'il doit y avoir pour créer un cadre sociétal qui va permettre de plus en plus à tout le monde de goûter à plusieurs choses et puis de plus en plus à ce qui est meilleur. Ça va plus loin que l'éducation. Ça va plus loin. C'est un cadre sociétal. Je ne toujours pas parce que dans le champ de la pauvreté, si vous saviez à quel point on dit aux gens, ah ben oui, ils ne savent pas payer leur facture d'énergie, mais c'est rien, on va leur apprendre à consommer moins d'énergie. Et parfois, c'est les moins grands consommateurs qui soient. Ou bien ils vivent dans un logement où il n'y a même pas moyen d'arriver à consommer moins, mais on va quand même aller leur apprendre. Enfin. On va leur apprendre, et on va toujours les éduquer, quoi. Ah ça, les éduquer, on veut bien, parce que les éduquer, ben, ça ne dit pas qu'on doit régler les inégalités, qu'on doit travailler sur la fiscalité pour répartir l'argent autrement. Voilà, on éduque. Ça donne bonne conscience. Ça donne bonne conscience, mais c'est violent comme tout. Hein. Oui. On est d'accord qu'on éduque à l'alimentation dans les structures éducatives, que ça fasse partie des programmes scolaires, ça me semble très intéressant. Mais comme Christine, même que ce n'est pas que pour les publics précarisés, mais pour tous les publics, il y a des messages éducatifs qui sont tout à fait contre-productifs et ils sont aussi toujours ciblés sur les responsabilités individuelles, alors que ce qui est mis en cause, c'est le collectif. Aujourd'hui, le politique, il a souvent tendance à payer des campagnes de communication très chères en disant choisissez plutôt les tomates en été et ne mangez pas de fraises en janvier, alors qu'en fait, ils auraient les instruments pour dire on ne met pas de fraises en janvier dans les magasins et on mettrait tout le monde sur le même pied, mais non, parce que du coup, on insiste toujours sur les responsabilités individuelles, ce qui est très stigmatisant pour certaines personnes. Mais vous pensez qu'ils ont les moyens d'interdire les fraises en hiver ? Le politique, il devrait avoir les moyens de le... Un système libéral comme le nôtre, ça m'étonnerait. Hein. Enfin, je veux dire, alors on change de monde. Hein. Enfin, pourquoi pas. Je voulais juste revenir un peu aux difficultés que les producteurs éprouvent. Donc vous avez parlé de l'accès à la terre. J'ai entendu la semaine passée, il y a quelques jours, que Colruyt voulait acheter des terres agricoles pour y installer des agriculteurs indépendants qui pourraient ainsi tenir dans leur cahier des charges et leur dire voilà, tu produis comme ça, comme ça, comme ça, parce que Colruyt a besoin de... Est-ce que là, le politique, justement, n'a pas un rôle à jouer, dire non, vous n'avez pas à... Maintenant, les lois font que tu as le droit d'acheter. Je sais que c'est compliqué, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, justement, de la part du politique, un non, stop, ça, vous ne faites pas. Parce que vous, ça, finalement, quand on voit le prix, enfin, vous savez mieux que moi, hein, le prix de l'hectare agricole qui s'en... avec des spéculations aussi, hein, des grands bâtisseurs comme Thomas et Piron, enfin bref, je ne cite pas de nom, achètent des terres, ou Albert Frère, parce que lui, tout le monde le connaît, achètent des terres pour spéculer, pour pouvoir un jour y mettre 60 maisons au lieu de faire 2 hectares agricoles. Et je sais... Enfin, soit je sais que certains acheteurs viennent et doublent carrément le prix d'achat dans les ventes, ou triplent le prix en disant il a mis 20 000, j'en mets 60. Bon, mais évidemment, là, l'agriculteur, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est replier. Il y a peut-être un travail d'abord à faire sur ce qui nous appartient à tous. Il y a des terres qui nous appartiennent à tous, il y a des biens collectifs qui sont les terres des communes, et les terres des fabriques d'églises et les terres des CPS, ça nous appartient à tous. Est-ce qu'il y aurait oui, donc là, il faudrait peut-être faire un cadastre recensé oui, parce qu'il n'y a pas ce cadastre. Et partagé. Or, les communes, là, c'est pas la région wallonne, c'est pas l'État fédéral. Non, on pourrait le faire au niveau communal. Au niveau communal, on pourrait très bien voir combien d'hectares de terre sont libérables ou pas. D'accord. Et là, avoir un programme de développement. La commune de Tournai est en train de le faire, en libérant des terres communales et en aidant des jeunes maraîchers à s'installer pour pouvoir alimenter les cantines de la ville. D'accord. Sur une petite commune, c'est relativement facile à faire, je pense. Relativement, si ce n'est les pressions extérieures, bien sûr. Mais voilà, on a du pouvoir au niveau communal, au niveau local, on peut le faire. Donc l'appel est lancé au niveau des organisateurs, de Crescendo, peut-être d'interpeller les communes. Interpeller les communes, il y a un minimum, quoi.
pour favoriser l'accès à la terre des agriculteurs. Vous parlez tout à l'heure des changements climatiques. Hein. Moi, j'ai vu cet été des producteurs qui, en pleine sécheresse, avaient des difficultés, enfin, passaient un temps dingue à devoir arroser. Moi, j'ai vu un gars, il avait 1600 plants de courge, et il arrosait avec son tracteur et sa benne. Il me dit, moi, je suis levé de 4 heures du matin à minuit, j'arrête pas. Il y a aussi la main-d'œuvre qui coûte cher. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est compliqué pour vous, non? Il y a la main-d'œuvre qui coûte cher, il n'y a pas d'organisation de. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure qui permette d'avoir de la main-d'œuvre saisonnière. Très ponctuelle, saisonnière. Oui. Ça, c'est à mettre en place aussi, c'est à organiser. Et là, il pleut, on ne sait pas arracher les patates. Et puis l'été, c'était rien. Il y a l'hiver qui est là maintenant, et la majorité des gens qui élèvent des bêtes n'ont pas de foin. Et le foin est en train de. Oui. Catherine va donner des exemples. Oui, bien sûr. Parce que madame fait de l'agneau. Hein. Oui, je le rappelle. Des moutons sous verger. Mais il y a 3 ans, on était autonome en fourrage. Et l'année passée, on a dû acheter du foin. On a trouvé du foin bio. Cette année-ci, on n'a pas produit 1 gramme de foin, pas un. Et on s'est inscrit sur le site de Bio-Wallonie pour trouver une offre en foin bio. On n'en a pas eu. On a renouvelé notre annonce pendant 6 semaines. On n'en a pas trouvé. Et du coup, finalement, on a demandé une dérogation à la région Wallonne qui les accorde pour l'instant parce qu'ils ont fait une enquête et ils ont montré qu'en fait, l'offre en foin bio couvrait 3% de la demande. Là. Et donc, mais ceci dit, l'année passée, j'ai acheté du foin de qualité bio à 90 € la tonne. Et cette année, je achète du foin conventionnel sur lequel on me garantit qu'il n'y a rien eu, mais je n'ai pas de moyen de le prouver, enfin de faire des analyses, à 250 € la tonne. Et du coup, ben voilà, le prix de mon produit va se retrouver vraiment impacté simplement par le coût du foin. Et il te faut combien de tonnes pour l'hiver, pour passer l'hiver? Là, on a pris 60 tonnes. Ouais. Mais en fait, il faut venir vous habitez dans une région rurale comme moi, mais cette année, je trouve l'impact du réchauffement climatique, il est là. Sur notre terrain, on a un étang. Il n'a jamais été vide et cet été, il a été vide. Donc les nappes baissent chaque année un peu plus. Et la pluie qu'on a eue là empêche l'arrachage des pommes de terre, des betteraves, enfin, de légumes, racines. Voilà. Elles viennent un tout petit peu compenser, mais il est trop tard pour faire. Non, mais je veux dire, ça perturbe aussi le travail agricole dans l'arrachage des produits qui sont enterrés en ce moment. On va peut-être, parce qu'il est déjà 19h35 et s'il y a des questions-réponses, on va peut-être passer aux solutions. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? La salle? Comment? La salle n'a pas envie de poser des questions. Si, mais ça, je vais noter vos questions. Juste avec vous, on va parler des solutions, enfin, comment est-ce qu'on pourrait organiser des solutions pour pallier à tout ça, et puis après, on fera un question-réponse, si vous le voulez bien. Oui, les solutions, ça passe par quoi, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à solutionner une meilleure alimentation, un meilleur accès à l'alimentation? Peut-être le gars, il sait répondre à ça, ou oui, hein? On ne vous entend plus, là. Oui, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bien sûr, les solutions miracles, si on aurait, ça se saurait, mais ce que j'ai envie de dire, en tout cas par rapport aux cantines scolaires, qui est quand même... ton secteur, hein, voilà. Oui. Je pense qu'il y a quand même des choses dont il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ce qui est possible de faire. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de craintes sur le prix, sur tout ça. Et en fait, on se rend compte que, comme partout ailleurs, les cantines sont dépendantes aussi du système agroalimentaire dans lequel elles baignent. Et que parfois, revenir à des choses très simples, revenir à du local, revenir à des recettes classiques, revenir à des choses qui tombent un peu sous le sens. Voilà, parce que... Parce qu'on n'y pensait plus peut-être. Oui, parce qu'on n'y pensait plus, parce qu'on n'a plus l'habitude, parce qu'on n'a pas le temps. Ah, le temps, de nouveau le temps. De nouveau, c'est pareil, quoi. C'est quand même un facteur important. Que c'est plus facile et que ça va plus vite d'ouvrir un sachet de légumes congelés pour faire de la soupe que de commencer à éplucher des légumes. Mais qu'en même temps, nous, on se rend compte qu'on peut agir sur plein d'autres paramètres. Ici, dans les cantines scolaires, il y a un tas de facteurs, mais je veux dire, par exemple, pour faire le potage, pour prendre un bête exemple, toutes les cuisines en général, de ce que je vois en tout cas, ont l'habitude d'utiliser du bouillon de légumes. Voilà. Il faut savoir que le bouillon de légumes à un Knorr, pour ne pas citer de nom, ça coûte 30-35 € du kilo, quoi, des bouillons comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du sel, il y a de la graisse.
et que vaguement quelques épices. Voilà, donc on paye à prix d'or. Enfin, je veux dire, des firmes comme ça, des firmes agro-industrielles, ils ont créé des produits. C'est juste dingue, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des solutions chimiques et sur lesquelles ils se font une marge bénéficiaire de dingue, quoi. Et alors, on est dans un système où les cuisiniers sont dépendants de ces produits-là, donc ils ont la croyance qu'ils ne peuvent pas faire de la soupe autrement. Alors quand on utilise un bon légume frais, si en plus il est bio, ben voilà, on a une saveur qui est là. Enfin, testez chez vous. Je vous invite tous à faire de la soupe sans utiliser ce fameux bouillon Knorr. Vous allez peut-être voir la différence au départ, mais après vous allez vous rendre compte que vous allez complètement savoir vous en passer. Bon, évidemment, on met du sel bien sûr, mais je veux dire voilà. Et donc c'est toutes des petites choses comme ça qu'en fait on apprend aux cuisiniers à s'en passer et qui apportent une solution en termes financiers, qui apportent une solution parfois aussi en termes de temps de travail. Enfin, il faut réorganiser la chaîne sur plein d'aspects, quoi. Une petite anecdote pour la soupe. Je connais un établissement qui s'occupe d'handicapés qui livrait la soupe à l'école voisine du village. L'AFSCA est passée par là, elle a dit c'est terminé, vous ne pouvez plus prendre la soupe, pourtant de qualité. Tout ça parce que les allergènes n'étaient pas inscrits à l'entrée de la classe, enfin, pour un potage. Et parfois aussi on a des freins. Je sais qu'il y a une autre école dans la région où c'était une grand-mère qui faisait la soupe et qui l'amenait à l'école pour le midi. On lui a dit qu'elle n'avait pas ci, qu'elle n'avait pas là. Enfin, finalement, parfois, il y a des freins qui sont mis. Mais il y a des freins, moi j'ai envie de rebondir par rapport à l'AFSCA quand même, parce que il faut, l'AFSCA. Il faut de la sécurité alimentaire, ça. Oui, mais aussi, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, j'ai vu énormément d'écoles qui ont arrêté de faire plein de trucs parce qu'elles pensaient que l'AFSCA parce qu'elles avaient entendu dire que. Et en fait, même chose, pas le temps de vérifier l'information, et donc on arrête tout. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y avait juste un petit maillon de la chaîne, effectivement, où faire de la soupe dans une cuisine de la mamie du coin, alors qu'on n'a pas contrôlé sa cuisine, on ne sait pas d'où les légumes viennent, ben voilà, c'est un peu logique aussi. En partie, pas d'accord, mais je veux dire, voilà, ça c'est un peu logique. Mais il y a encore moyen de faire beaucoup de choses dans les écoles. L'AFSCA, elle a besoin de savoir qu'on a réfléchi au process, qu'on peut leur dire, voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on pense qu'on ne peut pas. Enfin, c'est bien de clarifier là-dessus, parce que souvent les gens crient sur l'AFSCA et on mélange un peu. On dit, c'est la faute de l'AFSCA, donc on arrête tout. D'autres solutions peut-être? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de votre côté, par exemple à la boîte paysanne? Vous avez regroupé, vous avez ouvert une première partie de solution qui est de permettre à des producteurs de travailler ensemble et de commercialiser leurs produits ensemble. Ça fait de l'économie d'échelle aussi. C'est pas suffisant. Il faut, on se contente. Enfin, on n'est pas un magasin. On est un comptoir paysan, c'est-à-dire qu'on propose des produits paysans. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner nos mangeurs, on déteste les appeler des clients, on accompagne nos mangeurs dans leur appréhension, dans leur préhension de la nourriture, justement, et on organise régulièrement des rencontres entre les producteurs et les mangeurs pour leur expliquer le métier. Ce que Catherine vient de vous expliquer, j'ai vu plein de gens sursauter à l'idée du coût de la nourriture en foin de cet hiver. La majorité des gens ne sont pas au courant de ce genre de choses. Et le fait d'organiser des soirées de rencontres, des après-midi de rencontres entre les producteurs et les mangeurs, ça permet d'aplanir parfois certaines choses, de remettre les a priori un peu mieux à leur place, et aussi de comprendre pourquoi un produit pourquoi un pain coûte 4,50 € chez nous, pourquoi il suffit d'en manger une tranche et pas la moitié. Voilà. Il y a ça, et puis il y a des rencontres qui permettent aussi de travailler et de conserver les produits, de fabriquer soi-même des produits d'entretien ou des savons, de faire des conserves sans utiliser ni d'électricité ni de gaz. Voilà. Par lactofermentation, ce genre de procédé. Il y a ce genre d'initiative, ça on fait déjà, on aimerait bien développer beaucoup plus. Mais je pense qu'il faut vraiment aider les jeunes à s'installer. Il y en a beaucoup qui... Ça, c'est vraiment un point chez vous, un leitmotiv. Pour nous, l'idée n'est pas de grandir, c'est de multiplier les producteurs. Oui, vraiment. On est dans les jeunes même chose pour vous, les jeunes et moins jeunes, il y a énormément de gens aussi bien en légumes qu'en viande, oui, bien sûr. en laitier, par exemple. De producteurs, oui,
facilite. Je sais que parce que vous faites de la brebis, mais par exemple, de la tome de brebis, moi j'adore, j'en trouve pas. Non. Ah ben non, Voilà. il y a pratiquement Alors- pas de producteurs de... Alors que du fromage de chèvre, on en trouve partout, mais de la tome de brebis, il faut que j'aille. Je vais pas faire de la promo pour d'autres, mais il faut que j'aille jusque Suris pour en trouver, et voilà. Mais vous vous rendez compte des kilomètres que je fais pour aller chercher de la tome de brebis. Il faut accompagner l'installation des jeunes agriculteurs. Donc parfois, ils sont accompagnés naturellement parce qu'ils proviennent d'une famille agricole. d'agriculteurs. Parfois, ça ne se passe pas simplement. Mes voisins, j'entends, le fils, il passe très bien en bio, le père, il est tout à fait contre, donc ça fait aussi des tensions. Mais je crois qu'il faut vraiment aider les jeunes, leur permettre de tester cette activité. Parce que c'est quand même un métier particulier. Pour moi, ça reste le plus beau métier du monde. Mais c'est un métier qui vous prend tout votre temps. On parlait du temps. On est agriculteur 7 jours sur 7, toutes les semaines de l'année. Et quand même, moi, j'ai vu des jeunes s'installer, surtout en maraîchage, et puis arrêter parce que c'est trop dur. Quand on vit une année de sécheresse, qu'on n'a pas d'eau, qu'il faut aller chercher de l'eau à un puits voisin, et puis qu'on vit une deuxième année de sécheresse, et que du coup, et qu'on a des salaires poche quand tout va bien en été de 500 € dans la poche ou de 350 en hiver, quand tout va bien. Et voilà, on se dit mais pourquoi je ne vais pas travailler derrière un ordinateur dans un ministère à Bruxelles, hein. Mais ça, moi je trouve que ça reste un métier passionnant où on est libre à bord, mais on a besoin d'être accompagné, je pense que vraiment, et une structure coopérative. Alors ça se développe en Belgique, mais aussi, sinon je trouve que les agriculteurs en Belgique, par rapport ne plus qu'aux Français, ils sont beaucoup plus individualistes. Mais quand on s'installe et qu'on est jeune, je pense qu'on a vraiment intérêt à monter dans des coopératives et y trouver le soutien. Par exemple, la nôtre, elle offre tout de suite un premier soutien qui est vraiment important, c'est l'aide à pouvoir vendre ses produits. Donc je trouve que c'est déjà... Et puis on peut être accompagné par les agriculteurs qui sont membres de la coopérative. Sinon notre animateur ayant disparu, je dirais ce qu'il faut comme solution, mais c'est ce que tu as évoqué Christine, mais avec l'aspect. Pour l'instant, voilà, c'est en discussion et j'imagine que la discussion prend différentes formes. La question de la table ronde, c'était la souveraineté alimentaire ici dans la Centre-Meuse. Et dans le contexte de ce festival, est-ce qu'on peut faire émerger quelque chose à l'issue du chouette partage que vous nous offrir? Voilà, l'idée c'est pas juste d'écouter, mais c'est d'arriver à terme à des choses concrètes de soutien. Moi j'entends peut-être faire interpeller les communes pour faire un relevé aider les communes, les CCAS et les fabriques d'église. Ce sont des terres communes. Je sais pas. Cette table ronde est aussi issue de tout le cycle de réflexion qu'on a pu avoir en interne, mais aussi du cycle de réflexion que la locale du mouvement Action Paysanne avait lancé l'année dernière. Et voilà, on a été interpellé. Moi, ce qui m'a interpellé dans ce cycle-là, c'est la ceinture alimentaire de Charleroi Métropole qui vient jusqu'ici. Parce que, voilà, il faut des producteurs. Donc, on entend la difficulté des producteurs, on entend la difficulté des propriétaires, on entend l'intérêt de certaines collectivités à avoir éventuellement de l'alimentation plus saine. Il faut qu'on commence par quelque chose. On ne va pas pouvoir directement proposer l'alimentation durable, comme je disais tantôt, actuellement. Mais concrètement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire émerger à l'issue de cette table ronde ou dans les semaines qui viennent pour vraiment faire bouger un peu les choses. Voilà. Et là, j'en vois un peu la géographie du bac. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir. Et d'autres, voilà, moi j'ai. Au niveau du parc naturel, on a rencontré il y a peu les 3 coopératives du sud entre Centre-Meuse. Et ça fait maintenant plus d'1 an qu'on réfléchit à
clairement une aide au niveau des producteurs avec le bureau économique et avec la Fondation Chimie-Bartois. Et on organise des marchés de producteurs à Nîmes, Coubin et Demandeur, on organise également sur Marion-Rouge et Philippeville est preneur également, mais on voulait vraiment faire un pas plus loin. Et donc, on a entendu, il y a très peu de temps, en début de semaine, on a entendu les 3 coopératives du Sud, et il y a un appel à projet sur l'alimentation durable qui est en cours ici actuellement. Il faut rentrer, on l'a reçu hier, il faut rentrer à la candidature demain. Il y a 3 semaines de battement pour rentrer cette candidature-là. Et cette candidature-là pourrait nous permettre d'avoir du temps de travail en fait, pour répondre à toute une série de demandes au niveau des coopératives, des demandes potentielles en mise sur pied d'un coworking agricole pour avoir vraiment des personnes qui pourraient être là présents, des ouvriers qui pourraient être présents à telle période, faire telle chose, pour donner un coup de main vraiment à nos producteurs. On a clairement entendu également la demande de lobbying auprès des communes, fabriquer une liste, etc., pour avoir des terrains. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, je crois qu'il faut aller également vers les privés, pour justement que les privés puissent mettre une partie de leur propriété dans le sud de Meuse, on a pas mal de grands propriétaires terriens. Et donc, puissent mettre une partie de leur propriété à disposition, soit d'un nouvel indépendant qui veut se lancer en maraîchage, soit d'un maraîcher, je prends l'exemple des maraîchers, il y a des éleveurs également, bien entendu, mais d'une personne qui est déjà présente et qui veut étendre son champ d'action. Maintenant, étendre son champ d'action, c'est bien, mais il faut lui garantir également qu'il va vendre sa production. Et donc, l'idée, c'est de mettre en œuvre dans le sud entre de la Meuse, je vous parle de moyen terme, pas de court terme, parce que le projet est trop ambitieux pour être court terme, mais à moyen terme, une filière, comptoir de produits frais, légumerie, conserverie, atelier technique, dans le sud entre de la Meuse. On entend bien Charleroi Métropole qui veut vraiment, c'est peut-être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais jouer le rôle d'aspirateur de produits vers la ville. Et c'est bien d'aspirer les produits, oui, mais pas des produits bruts. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment d'augmenter la plus-value économique de ces produits-là. Donc, ok, que Charleroi prenne nos produits, potentiellement, pourquoi pas, mais qu'ils prennent des produits transformés, et pas des produits bruts. Donc, on puisse créer vraiment dans le sud de l'entre-centre de Meuse un pôle qui puisse réellement mettre au travail des gens du sud de l'entre-centre de Meuse. Donc, des produits du sud de l'entre-centre de Meuse, avec des gens qui transforment les produits du sud de l'entre-centre de Meuse, et pour des gens, entre autres, du sud de l'entre-centre de Meuse. Et quand on parle de gens, entre autres, du sud de l'entre-centre de Meuse, on vise non seulement les particuliers avec les productions des coopératives, des paniers de légumes, etc., mais aussi les collectivités. Et dans les collectivités, on retrouve bien entendu toutes les écoles, que ce soit des écoles qui ont une cuisine, que ce soit des écoles qui n'ont pas de cuisine. Donc pour les écoles qui ont une cuisine, eh bien, la légumerie pourrait être vraiment le fournisseur en produits frais, en circuit court, des produits locaux. La conserverie qui serait adjointe à cette légumerie-là pourrait également faire bénéficier nos écoles de produits locaux hors saison. Et donc voilà, on monte ça, on manquait de temps de travail, ici il y a un appel à projet qui pourrait potentiellement, s'il est retenu, nous permettre d'avoir du temps de travail pour monter cette filière-là. Et là, franchement, je remercie les coopératives qui ont répondu réellement à notre appel et qui soutiennent cet appel à projet-là. Donc, on va déposer pour le 26 octobre, au départ d'un consortium parc naturel de Fondation Chimie-Bartois, on va déposer le projet pour le sud entre-centre de Meuse, mais ce qu'il nous fallait, c'est l'appui des coopératives, parce que je répète, on n'aurait pas déposé ce
cet appel à projet-là, sans le soutien des coopératives. Et là, on a les 3 coopératives du sud d'Entre-Saint-Brémus qui nous soutiennent. Et là, je tiens vraiment à les remercier. Donc voilà, croisons les doigts. On a déjà fait jouer tous les relais qui étaient possibles, mais on a véritablement un projet concret pour le sud d'Entre-Saint-Brémus. On n'a pas toutes les solutions nécessairement, mais je pense qu'en travaillant avec les coopératives de producteurs, on répond aux besoins réels des producteurs et c'est ce qui nous intéresse. Je vais rebondir sur ce que vous dites et peut-être je donne une autre question. Est-ce que nous qui sommes pas dans la coopérative, pas dans le PAC, mais on est là en tant que citoyen du PAC, est-ce que vous voyez un autre rôle qu'on peut jouer ou pour le moment ça suffit? Je veux dire, ça suffit, les choses sont mises en place et on n'a pas besoin d'aller nous faire le poussement pour quelque chose. Si, il n'y a rien de mis en place. Hein. Et ça ne suffira jamais, il faut y aller maintenant. Il y a un mouvement qui est en route, il faut continuer. Enfin, les choses sont en train de se mettre en route, ça bouge de partout, ça grouille de partout. Donc il ne faut pas s'arrêter maintenant. Oui. Mais moi, évidemment, je trouve que le débat était d'une très grande richesse et vous avez apporté des choses tout à fait nouvelles, que je n'avais jamais entendues. Et je pense, Joël, que ce que je viens d'entendre va enrichir la dynamique que tu proposes. Parce qu'en fait, ça coûte très cher l'agriculture classique à la collectivité. La pauvreté coûte cher, la santé coûte cher, les dégâts environnementaux coûtent cher. Et j'ai vu entendu dans le rapport de Louis qu'il fallait relocaliser certaines activités économiques vu le Covid, puisqu'on a reçu une agression extérieure. Quand il y a une agression, les gens comprennent qu'il faut se défendre ensemble. L'agriculture, c'est 14% des gaz à effet de serre. Et c'est une agression terrible, avec des sécheresses à répétition. Et moi, ce que je viens d'entendre, c'est 3 choses que je trouve passionnantes. Vous avez parlé d'activer la demande, mais pas n'importe laquelle, la demande pour que tout le monde ait accès à l'agriculture de qualité. J'ai entendu Laurence expliquer que la cantine scolaire peut être la cheville d'un travail éducatif. Pour manger autrement. Ça peut passer par l'école. Et puis les gosses vont dire des moments, c'est dégueulasse, ce que tu fais là. C'est tout un travail d'éducation permanente. On ne va pas. C'est dégueulasse, c'est qu'on va manger. Donc, j'ai dit un travail d'éducation permanente qui n'est pas d'abaisser les gens. Et alors j'entends Catherine qui dit, oui, mais attendez, il y a l'offre au service organisé. Mais pas pour que des producteurs s'engouffrent de nouveau dans la filière bio avec la même concentration qu'on connaît dans l'agriculture industrielle. Donc moi, je pense que le projet qui est en train de mener avec les 3 coopératives, je suis vraiment ravi, mais il faut penser alors à dire, on va au gouvernement, on dit maintenant on fait plus simplement réorganiser l'offre, on fait les deux. On peut activer une demande et une offre pour un commerce équitable, durable et solidaire, pour changer notre agriculture. Sachez aussi que la plupart des agriculteurs sont vieux, ils vont lâcher les terres. Oui, il reste 15 ans. Il faudrait s'arranger pour qu'il ne fasse pas cultiver dans les entreprises, mais qu'il les transmette. Oui, il y a terre en plus, mais il y a pas de ça. Je crois qu'il faut arriver à des politiques si peu bien plus structurelles. Je pense qu'un type comme lui, je le connais personnellement. Il peut comprendre ça. Je pense que derrière lui, c'est des lobbies puissants financiers, avec quand on dit en niveau éducatif. Pourquoi est-ce qu'on mange pas là? La puissance du marketing de la industrie, elle est terrible. Ça parle tant d'hydrof qu'on te dit ce que tu vas bouffer. Ça c'est dégueulasse, ça c'est bon. Alors j'ai un des parenthèses et je termine là-dessus. Je suis toujours étonné de voir les publicités de la grande distribution. C'est merveilleux. Les coopératives sont un excellent laboratoire. Oui. Colruyt ne fait que des millions, que de l'équitable, que des producteurs de grains. Voilà. Donc c'est ça qu'on voit. Donc on a gagné intellectuellement. Et maintenant, on doit se bagarrer pour structurer les choses. Et ça, chapeau, je suis vraiment ravi d'apprendre ce qui se passe au niveau de la façon de. Et donc, je crois qu'il faut présenter un projet en disant activer la demande, activer l'offre, pas n'importe comment, pour vraiment activer un marché. Moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Je trouve ça passionnant. Maintenant, il faut fédérer tout le monde, il faut écrire le projet. Je veux dire, ça, c'est pas non plus évident. Comment est-ce qu'on va faire pour présenter ce projet au gouvernement wallon? Quel projet? On parle monsieur, l'offre, la demande, que ce soit structuré, que ça aille dans le bon sens. Il faut aussi... de monsieur Datz, là. Ok. L'enrichir de ce qu'on vient d'entendre.
Oui, je pense que, et puis la question que Madame posait aussi, c'était un peu qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire dans tout ça, parce que parfois ça, la on question, se sent je un peu crois. dépourvu. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a, enfin, la chance, je pense, ici, tous aujourd'hui, d'avoir un pouvoir d'achat. Je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Il faut arrêter d'enrichir les riches. Il faut, enfin, voilà, de faire tourner un système. On est tous dedans, mais je veux dire, on a tous un pouvoir. Il faut qu'on récupère ce pouvoir-là aussi. De dire, j'ai le choix. On a quand même le choix. Il y a des choix qu'on n'a plus, malheureusement, et il faut se battre aussi pour les récupérer. Mais je pense qu'on a le pouvoir de choisir ce qu'on mange et à qui on l'achète. Et ça, c'est... Voilà. On a tous ce pouvoir-là, je pense. On n'a pas tous. Non, mais voilà, je parle Mais de... non. Oui, bien sûr, mais pour ceux qui l'ont, en tout cas, je pense que c'est important, oui. Oui. Il y a un aspect qu'on n'a pas envisagé aujourd'hui, mais c'est l'impact que peut avoir l'éducation permanente à travers les jardins partagés et tout ce que les communes pourraient mettre en place de façon beaucoup plus intense pour soutenir, la souveraineté alimentaire dans notre région, parce que plein de gens, plein de provenances différentes pourraient faire des jardins dans tous les coins. Les communes pourraient les initier, les CPS pourraient les initier, pourraient engager des horticulteurs, des maraîchers pour les soutenir. Je pense que ça soutiendrait la production et ça, en termes d'éducation permanente, je pense que c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte aussi. Mais je peux juste... Élever significativement la production de ces lieux-là pour réellement soutenir les familles dans le quotidien, pour qu'ils aient des légumes frais chez eux, ils apprennent à les cuisiner, ils le font ensemble dans des lieux d'échange riches. Ici, on est en milieu rural, les CPS, on est terres, on pourrait l'organiser comme ça. Il y a des régions en France où c'est hyper organisé, où ça marche hyper bien, et où les jardins sont gigantesques, et la production réellement significative. Aux États-Unis, même Denver. Donc là, je pense que, Anne-Sophie, je rejoins ton idée. Nous, après, en tant qu'organisateur de... Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas lâcher le morceau. On est ici dans une première phase d'observation, de réflexion, mais on va organiser ensemble des requêtes à adresser à des pouvoirs locaux, toutes sortes en tant que mouvement citoyen. J'entends bien, mais... Pardon, je te coupe la parole. Je me faisais justement la réflexion... J'habitais Couvin, j'ai déménagé à Walcourt, enfin soit. Je suis allé chez mon fils qui habite à ma maison, là, et là où j'habitais le long de la rue, il y a toujours une dizaine de jardins. Et bien ces jardins sont vides et ne sont plus entretenus. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Heureusement qu'Isabelle en a toujours le sien, mais c'est vrai. Il y a des petits jardins là, et il y a des tas de terres comme ça où on a l'impression que les gens soit ne s'y intéressent pas, soit... Je suis allé à Walcourt au jardin partagé, il y a 6 pommiers, les pommes sont par terre. Personne n'était... Alors est-ce qu'il faut... D'essayer de les intéresser à faire des jardins, j'ai pas un ménage qui est venu faire. Et puis il ne vient plus. Mais oui, Madame Mailly. Bien sûr, ça prend du temps. Madame Mailly. J'admire les groupes de permanents qui sont occupés à ça, mais ils rament, et c'est horrible. L'avis de Madame Mailly sur la question. Vous avez 3 minutes. Non, ce que je voulais dire, c'est, un peu en réaction à ce que vous disiez, je comprends ce que vous dites, parce que c'est dur, et l'éducation permanente, ça ne se fait pas en un jour, etc. Il faut se rendre compte qu'on est le pot de fer contre le pot de terre, ce que tu disais, la pub, etc. Donc, je veux dire, tout le monde a envie d'avoir plus facile dans sa vie. Donc, c'est compliqué d'aller. Et alors, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers. C'est un peu je fais un parallélisme avec, par exemple, l'article 27 dans les CPS, où de temps en temps, on entend dire, regarde un peu, on leur donne des billets gratuits, etc. Et ils n'y vont même pas. Mais d'abord, par exemple, par comparaison à la culture, il y a 10% de la population en général qui va à la culture. Pourquoi faudrait-il que les 100% des personnes qui sont au CPS soient des gens intéressés, outre le fait qu'ils ont déjà bien d'autres chats à fouetter? Donc, je veux dire, tout le monde n'est pas fait pour devenir jardinier, etc. Et c'est pas parce qu'on est pauvre que pauvre, on peut être mis dans un jardin. Je pense que c'est vraiment très important. Oui, je veux dire, en milieu rural, c'était quand même une tradition. Non, mais oui, ok, c'était. Il y a combien de temps qu'il y a une personne qui a eu une bêche dans les mains? Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est pas le milieu rural que je dis. C'est simplement qu'on a souvent, en fait, beaucoup plus d'exigences vis-à-vis des gens dans la pauvreté
qui sont ceux qui se battent le plus pour survivre, donc qui sont usés physiquement, qui ne prennent plus en eux, qui sont décossés que l'on a pour la moyenne. Donc j'ai pas dit qu'on ne devait pas le faire, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, ne croyons pas qu'il suffit de mettre la pièce au trou, quoi. Il y a des pauvres, il y a un terrain, hop, ils vont aimer jardiner, ça va aller tout seul. C'est pas comme ça que ça va. Et d'ailleurs, si c'était aussi simple, allez, vous êtes passionné par vos métiers et tout ça, mais j'imagine qu'il y a des jours où c'est pas simple, tous les jours de l'année, par tous les temps, avec les prix qui, etc. Non, mais je veux dire, il faut l'avoir dans les prix. Mais par contre, moi je suis vraiment d'accord qu'il y a des choses à faire dans ce sens. Un des trucs, moi, c'est anecdotique ce que je veux dire, c'est plus peut-être même, mais c'est pas grave. Moi je me dis, tiens, dans les écoles de demain, enfin d'aujourd'hui, il y aurait, et là ça pourrait être payé par la région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Sécurité sociale, en plus de corps enseignants, etc., des jardiniers engagés pour pouvoir faire à l'école sur les terrains qu'il y a et tout ça. Alors, pas pour remplacer les maraîchers, c'est pas ça. Hein. De l'éducation. C'est le fait de redonner sens au rapport à la terre, au métier, à ce que ça veut dire le rapport à l'environnement, etc., par la pratique, etc., par l'existence du métier, mais évidemment avec une connexion à tous ceux qui ont envie de le développer comme indépendant pour produire et tout ça. C'est pas le fait de commencer à salarier, c'est pas le communisme, c'est pas le fait, le mauvais communisme, de salarier tout le monde et puis de se dire tant pis pour l'initiative et tout ça. Il y a moyen, je pense, d'arriver à créer des connexions de sens entre l'éducation permanente, ce genre de choses, etc., qui pourraient être complètement aidants. En mélangeant les classes sociales. Voilà, et en mélangeant les classes sociales, bien sûr, c'est difficile. Oui. On avait l'idée d'inviter toute une secrétaire Vous pouvez parler un petit peu plus fort. Oui, on avait l'idée, malheureusement on n'a pas pu faire avec le Covid, mais d'inviter aussi toute une série d'initiatives citoyennes pour montrer qu'on peut avoir du plaisir aussi à la production, et entre autres le réseau des partageurs de semences. On a commencé en 2017 une salle à Nîmes où on était quelques-uns, et là maintenant, entre guillemets, Lille, on a un calendrier permanent où on va avoir 6 ou 7 tout au long de l'année sur le parc où on va partager des graines de plaisir. Pas obligé. Tout le monde. Voilà, c'est pas des grands trucs, c'est pas des. L'autoproduction, elle ne suffira jamais, mais effectivement, si on pouvait aussi en parler avec du plaisir, moi perso, j'adore. Ouais. Mais sur Denver, par exemple, la ville, aux États-Unis, on faisait toutes les voitures, là, avec la chute des usines. Ils ont verdi la ville, ils ont fait des jardins, et la production a flambé. Donc il y a moyen de faire. Et il y a moyen, parce qu'il y a des terres libres, il y a des terres chez les grands propriétaires fonciers qui pourraient partager des questions laquelle ne servent à rien, ils viennent juste pour aller à la chasse. Enfin bref, il y a moyen de trouver des solutions. Maintenant, faut-il encore que tout ça se mette en route. Dieu sait si parfois c'est compliqué. Moi, je fais partie de 2 PCDN, Plan communal de développement de la nature. Pour avoir un cadastre des terrains communaux, il faut se battre 6 ans, quoi. Donc, vous avez du boulot, crescendo. Je veux dire, sur Walcourt, ils veulent reprendre les parterres et les terrains communaux pour y replanter. Oh, c'est chiant, des petits fruits ou des choses pareilles. De nouveau, on ne sait pas qui appartient à quoi, et ils sont là confrontés à demander le cadastre, et on nous dit oui, et on attend, et on repart, et ça prend du... Donc c'est démotivant, même pour les gens qui voulaient le faire, qui s'y intéressaient, à force, ça s'effrite et il y a du boulot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens s'en vont. Eh bien, on va... Oui, je n'ai pas compris. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais faire. Je voulais vous remercier d'avoir été présent. Merci au public nombreux, mais qui étaient nombreux. C'est la qualité qui compte. Merci à vous en tout cas. Merci d'être venus. À toutes les 4. Je suis le seul homme à table. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un agriculteur ou un chef de cuisine. Merci à vous.